Bonjour à tous, merci d'être là pour ce Twitch consacré à One Piece. Après le dernier Twitch qui était consacré à l'attaque des Titans, on est extrêmement content de vous retrouver. One Piece, c'est un gros morceau, Jérôme, on peut le dire, c'est une saga multidécennale. Ça fait combien de temps? Ça fait, d'après mes calculs, c'est quoi? Sorti en 97, voilà, au Japon. Ça fait gentiment 24 ans, ça fondamentalement, fait 24 ans. non, me semble-t-il. Est-ce qu'on avait déjà vu un manga aussi long? Oui, il y en a peu, mais il y en a. Ça existe. Hein. Il y a Golgo 13, hein, c'est le Golgo 200e 13. tome. Ouais. 200e tome. Là, on arrive à quel tome en France chez Glénat? Ce sera le tome 97, 98 qui va bientôt sortir. Voilà. Et 99 en septembre. Et 99 en septembre. Au Japon, on en est où? Au Japon, et là, ils viennent de publier le 1010e chapitre de One Piece la semaine dernière. Ok. Et c'est l'arc du pays des Wa, Ouais. Wano Kuni. Et c'est un arc assez incroyable. Il se passe énormément de choses. Avec un gros méchant. Avec un gros méchant, Kaido. Et cet arc-là qui est vraiment majeur et qui a vu le chapitre 1000, le chapitre historique, on va en parler, on va le décrypter avec nos invités. Nos invités, c'est Benoît Huot, l'éditeur historique de One Piece chez Glénat en France. Et on aura aussi avec nous Kamal et Kita, les vidéastes du Mont Corvo, qui sont des fins spécialistes de l'œuvre, qui connaissent ça par cœur. Et ils seront là d'ici 10 minutes, un quart d'heure pour décrypter avec nous l'arc du pays des Wa qui est absolument sensationnel. Kamal et Kita, je pense qu'on ne peut pas faire meilleur analyste de l'œuvre fondamentalement de One Piece. Et ce qui est important de préciser aussi, c'est que il ne faut pas trop spoiler dans les commentaires, puisque une partie des derniers chapitres n'est pas disponible en français encore. Donc on va faire. On a la première question qui a été posée, c'est Bailon qui la pose d'ailleurs. Il demande ce que c'est One Piece. Plusieurs réponses fondamentalement, parce que One Piece, c'est donc évidemment c'est le manga, mais c'est aussi un but, c'est aussi un trésor, parce qu'il est question de chasse au trésor, puisqu'on parle d'un équipage, dont le capitaine est Luffy, que vous voyez là, et juste derrière nous. Je le prendrai tout à l'heure. One Piece, tu peux nous résumer rapidement pour Bailong One Piece, s'il te plaît. Déjà, bonjour Bailong. One Piece, en fait, c'est l'histoire de Luffy et de son équipage, les Mugiwara, les chapeaux de paille. Et il parcourt les mers pour trouver le trésor du pirate Goldie Roger. Et c'est le One Piece. Qui est le roi des pirates. Et son but dans la vie, c'est de devenir le roi des pirates. Et donc, les quasi-fantômes suivent son épopée pour assouvir son rêve. Et la notion de rêve, elle est très importante dans One Piece, puisque chaque personnage qu'on rencontre a un rêve qu'il veut exaucer, ou qui a été déçu et qui va pouvoir peut-être exaucer grâce à Luffy, personnage extrêmement optimiste qui te met la banane quand tu lis ses aventures. C'est vrai que c'est un univers extrêmement riche, extrêmement drôle, extrêmement émouvant. Il y a beaucoup d'actions, effectivement. Mais il y a aussi un peu, il y a du sous-texte quand même dans One Piece. En fait, il y a un deuxième degré de lecture, parce que il y a un côté même un peu révolutionnaire, j'ai envie de dire. Anarchiste. Anarchiste. Je te laisse, t'es propriétaire de tes propos. Mais c'est vrai que l'équipage finalement de Luffy, c'est un peu des libérateurs, des émancipateurs. Ils vont aller comme ça d'île en île, de monde en monde, et à chaque fois ils se heurtent à des problématiques sociétales qu'on pourrait connaître aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est même l'écho, le reflet un peu des problématiques d'aujourd'hui. Luffy, on aime bien avec Nicolas le présenter un peu comme le Che Guevara du manga, parce que c'est quelqu'un en fait qui va aller d'île en île, de contrée en contrée pour libérer un peuple. Et chaque fois, il va souvent libérer des prisons, il va souvent former autour de lui un groupe de pirates pour aller affronter le gouvernement ou quelqu'un qui est détenteur d'un pouvoir. Et surtout souvent, ce pouvoir va souvent vouloir avoir des ambitions, vouloir lancer des génocides, vouloir tuer des millions de gens. Et c'est vrai que Luffy, à chaque fois, va arriver pour faire sa révolution et pour sauver les gens. Et c'est vrai que cette dimension politique, elle est au centre de One Piece. Pas que, mais c'est quand même un gros aspect. Et on va en parler d'ailleurs tout à l'heure avec Kamal et Kita et Benoît Huot, parce que c'est aussi au centre de l'arc Wano Kuni. D'ailleurs, il y a une question qui me semble intéressante, c'est MF Karim 9 qui nous la pose. Est-ce qu'on peut comparer, dit-il, les deux monstres que sont Dragon Ball et One Piece? Il y a des éléments de comparaison, c'est-à-dire qu'ils prétendent tous pour finalement le meilleur manga du monde. Enfin, ça c'est mon interprétation, mais est-ce qu'on peut faire des parallèles entre les deux séries? Sur le succès, évidemment. Il y a le succès, mais il y a aussi, il faut savoir que les fans le savent autant que nous, mais Eiichiro Oda, le créateur de One Piece, c'est un immense fan
de Dragon Ball. Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, pour lui, c'est son dieu vivant. Et clairement, dans les premiers chapitres de One Piece, on ressent vraiment l'influence de Dragon Ball. On voit dans Luffy, dans sa naïveté au début, il y a un peu des éléments de la naïveté de Goku dans les premiers chapitres de Dragon Ball. On retrouve la quête, et puis même dans le dernier arc, dans l'arc actuel à Wano Kuni, c'est important de mentionner que Kaido, le grand méchant, il peut quand même se transformer en dragon, et c'est clairement une référence à Dragon Ball, c'est une référence à Toriyama, donc il y a des comparaisons qu'on peut faire entre les deux œuvres, Nicolas. Après, il y a une grosse différence aussi, c'est que là, moi, ce qui me frappe dans One Piece, c'est-à-dire que c'est une histoire qui se renouvelle sans cesse, et c'est surtout qu'il y a plein de détails disséminés au fur et à mesure des tomes que tu retrouves 20 tomes plus tard, 30 tomes plus tard, 50 tomes plus tard. 50 tomes plus tard, mais et on se dit que Eiichiro Oda, il avait quand même vraiment sa trame, genre une bible limite écrite à l'avance fondamentalement. Là, typiquement, on en parlera aussi tout à l'heure avec mon Corvo, mais l'arc actuel, enfin en tout cas la saga actuelle, la saga Wano Kuni, on en parle depuis longtemps. Il y a des indices qui sont déjà disséminés depuis gentiment 10 ans, en fait, non ? Rappelle-toi, Nicolas, il y a très longtemps, dans l'arc Thriller Bark, dans le tome 48, le samouraï, il mentionnait le pays des Wa. Oui. Dans le tome 48, et là on est au tome 98. Il y a 50 tomes, et donc il y a 50 tomes, il savait déjà qu'il y aurait ce gros morceau du pays des Wa. Mais il y a plein d'éléments comme ça. T'as cette baleine, la boune, et tu la découvres au début de l'aventure, et puis pareil, 50 tomes, 40 tomes plus tard. Dans le même arc, dans le même arc, tu le redécouvres d'une autre manière. On va pas spoiler pour ceux qui ne sont pas arrivés là. Avant d'enchaîner, je crois que Eiichiro Oda avait fait des déclarations qui disaient qu'il en était à peu près à 80% de son œuvre, me semble-t-il. Ça veut dire qu'on s'approche gentiment de la fin malgré tout. Oui, mais il a souvent dit ça, donc ça aussi, ça peut évoluer. Mais c'est vrai que ça, on évoquera ça évidemment en détail avec nos invités. Mais on a l'impression, nous, quand on lit cet arc Wano Kuni, qu'on peut arriver peut-être bientôt à la fin de One Piece, puisque comme ça se passe dans un Japon ancestral, dans un Japon un peu fantasmé, et c'est comme si Oda avec Luffy avait fait le tour du monde avant de revenir chez lui au Japon, donc peut-être qu'il s'approche de la fin. Il faudra voir si ça c'est une piste qui semble intéressante pour nos invités, mais c'est peut-être. Et puis il y a encore beaucoup de choses qu'on attend quand même, parce qu'il y a plein d'éléments qui ne sont pas arrivés. Moi je les retrouvailles de Shanks et Luffy, ce serait cool que ça arrive un jour. Tu vois, Zoro contre Mihawk, ce serait cool qu'on le voit enfin un jour. Enfin, il y a plein de trucs qui nous attendent. On va peut-être. Excuse-moi, Nicolas, je te coupe, mais on nous pose une question intéressante. Est-ce que vous faites gagner les tomes derrière vous ? C'est donc HMZ tiré du 8 AK qui nous demande ça. Alors malheureusement non, on les fait pas gagner, puisqu'en fait ce sont nos propres tomes. Mais on peut très bien faire gagner la figurine de Luffy à la fin du Twitch, si vous voulez. Dites-nous dans les commentaires et on pourra la faire gagner. Et encore une question, c'est Keke1711 qui nous demande si on peut considérer One Piece comme un chef-d'œuvre. Je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur la question. Évidemment. Voilà. Est-ce qu'on appelle nos invités ou pas ? Est-ce que tu veux ? Tu le veux ? Ouais. Je dis Alors nos invités, ils arrivent. C'est donc Benoît Huot, qui est éditeur de One Piece, donc chez Glénat, éditeur historique en France, et les youtubeurs Mon Corvo, les spécialistes de One Piece et d'SNK en France. Est-ce que tout le monde est là ? Est-ce que tout le monde nous entend ? Est-ce que tout va bien ? Oui. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va, à tous. Ouais, bonjour mon Corvo. Bravo pour vos 500 000 abonnés. Presque, pas encore. Ah, pas encore. À la fin de la vidéo, ils les auront. Certainement, ouais. Merci pour l'invitation. Mais avec joie. Merci. Bonjour Benoît. Bonjour. Comment ça va ? Donc on le disait tout à l'heure, Benoît, très bien. tome 97 en France, bientôt 98. Du coup, on est à quel chapitre chez Glénat là, par rapport au 1010e chapitre au Japon ? Par rapport au 1010e chapitre, je vous prends le tome 97 en live, comme ça je peux vérifier et éviter de dire des bêtises. Le tome 97 se termine effectivement au chapitre 984 et du coup le tome 98 qui est à paraître en mai aura ce fameux chapitre 1000 normalement, si je me souviens bien, ou le tome 97. Donc voilà où on en est pour l'instant, on en est au 984 dans le tome 97. On peut peut-être, là tu viens de parler du tome du chapitre 1000, c'est un moment qui est historique. Comment vous l'appréhendez, vous, ce moment ? C'est quand même c'est pas anodin qu'une œuvre arrive au chapitre 1000. Comment vous vivez ce moment dans l'histoire de One Piece ? Et vous allez fêter ça ?
Bon, on a déjà fêté ça lorsqu'il est paru au Japon, puisqu'effectivement, c'est effectivement une pagination très très importante, hein, un chapitre 1000. Après, pour nous, ce qui est plus important, on va dire, c'est un tome 100 pour une raison relativement simple, c'est qu'en fait, One Piece en France, pour le moment, c'est publié sous forme de volume relié, donc de tankobon, c'est donc des livres de poche, et donc on va pas publier un chapitre 1000 tout seul juste parce que c'est un chapitre 1000. Donc nous, le volume 100 en tant que tel, on va dire, a une valeur symbolique beaucoup plus forte, mais on sait aussi qu'au Japon, bien évidemment, comme c'est une prépublication par chapitre, forcément, quand vous avez un nombre rond et aussi important que celui-ci, c'est la fête pour tout le monde. D'ailleurs, il y a Black Shin 1 qui nous dit Glénat, faut nous faire les box pour les tomes, s'il vous plaît. C'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Et vous, on prend note. et vous, Kamal, Kita, comment vous avez vécu ce moment? Est-ce que vous l'avez lu? Comment vous vous sentez en ce moment-là, dans cette saga-là, dans cet arc? Pour rester sur le chapitre 1000, on peut dire que c'était beaucoup de nostalgie, surtout parce que c'est un chapitre 1000 qui répond au tout premier. Et c'était quelque chose de très grand parce que c'était beaucoup de nostalgie sur le personnage de Ace, sur le personnage de Shanks, et ça revenait sur où est-ce qu'on en était, et ça montrait clairement que ça y est, alors que Shanks, le mentor de Luffy au tout premier chapitre 1997, disait eh bien on se retrouvera au sommet de la piraterie, eh bien le chapitre 1000 se termine sur le mot sommet de la piraterie. Et c'était vachement émouvant parce qu'on se disait et puis il y a tout ce parallèle lié, en fait, Eiichiro Oda il s'est dit on va retourner à l'essentiel, et puis pour marquer le coup, le titre du chapitre, voilà, on va peut-être pas le spoiler, mais et également au niveau de la symbolique liée au chapeau de paille, c'est plein de codes très symboliques qui font que de manière très efficace et très rapide, on comprend où est-ce que le mangaka va en venir, et dès qu'on entend chapeau de paille, dès qu'on entend sommet de la piraterie, dès qu'on entend Monkey D. Luffy, nous on pense vraiment à tout le parcours en général, et du coup ça a plein d'affects très rapidement. C'est rare que dans One Piece on a un auteur, Eiichiro Oda, qui est un peu subversif, c'est lui son premier fan, il écrit pour lui et pas pour les gens qui le lisent vraiment. Mais là pour le coup on sentait quand même, on se demandait si c'était pas un cadeau pour les fans, vraiment pour l'aventure. Les 1000 chapitres, c'était quelque chose qui parlait beaucoup aux fans des premières heures, qui sont devenus adultes et qui ont grandi avec. C'était très spécial, vraiment un très beau chapitre. Et en plus, il faut bien voir que... Ouais, Benoît, oui, je t'en prie. Oui, j'allais dire, faut bien voir que en plus Oda n'est pas, on va dire, à son premier coup d'essai concernant ses renvois, puisque lorsque l'équipage de Luffy attaque la deuxième partie de son voyage et donc le Nouveau Monde, avec le tome 60, on avait déjà justement un renvoi entre le tome 1 et le tome 60, puisque la couverture était, le visuel de couverture était identique à celui du tome 1, mais avec des personnages qui avaient évolué. Donc on a vraiment une vision globale de l'ensemble de la saga. Mais comme tu dis, Benoît, il a refait pareil avec le chapitre 100 et le chapitre 1000, où la même page de couverture, c'était aussi encore un parallèle, et c'est fou, on se dit que c'est rare de voir des œuvres qui arrivent à faire ça. D'autant plus que là où c'était très intéressant, c'est que la color spread du coup du chapitre 100, qui reprenait tous l'équipage du chapeau de paille dans des pièces d'or pour un grand trésor, a été reprise du coup dans le 1000. Cependant, on peut noter que au-dessus où il y a marqué One Piece, il y a du coup un Jolly Roger, une tête de mort qui rigole, et pour le chapitre 1000, ils lui ont rajouté les moustaches de Goldie Roger parce qu'on sait désormais qu'il riait face au One Piece, et ça c'est vraiment une sacrée maîtrise du terme. Et il y a aussi quelque chose que vous avez noté, vous, sur les réseaux sociaux, Kamal et Kita, c'est qu'il y avait aussi des renvois graphiques entre le premier et le chapitre 1000. Il y avait des petits détails qu'il avait réutilisés, notamment je crois qu'il y avait une histoire de pansement qui était... Alors le pansement, c'était encore autre chose, où là c'est vraiment pour le coup être très fidèle à ces personnages. Pour le coup des pansements, on est sur un parallèle créé entre les trois frères de l'ancienne génération qui sont Oden Kuzuki, Barbe Blanche, Edward Newgate et Goldie Roger, et les trois frères de la nouvelle génération, Sabo, Ace et Luffy. Donc en fait c'est des trois frères qui n'ont pas le même sang, mais qui pourtant ont la même ambition de devenir vraiment les trois plus puissants au monde. Et en fait c'était un parallèle à l'arc du Mont Corvo, et aux trois enfants qui ont des pansements sur le nez après s'être battus, où il y en a un qui a sur le nez, un qui a sur le... Cependant, c'est pas le chapitre 1000, juste c'est le chapitre 966. Voilà, c'est le chapitre 966. Dans tous les cas, il y a bien 10 ans de différence entre les deux chapitres. Et d'ailleurs, c'est important, j'imagine que peut-être tout le monde le sait là sur le Twitch, mais Mon Corvo, vous appelez pas Mon Corvo pour rien.
Et justement, puisqu'on parle de cet arc-là, expliquez-nous pourquoi Mon Corvo. C'est appelé le Mont Corvo tout simplement parce que après la Grande Guerre de Marineford, elle se conclut cette bataille par un événement tragique qui va balancer le personnage dans son flashback et on va en apprendre un peu plus sur son passé et là où il a vécu. Et il a vécu, il était totalement isolé avec 2 frères et c'est une enfance qui est très mélancolique, très triste, mais très très belle aussi. Elle est totalement innocente. Et nous, en toute, c'est quelque chose on se rapproche beaucoup de ça parce que forcément, on est 2 frères jumeaux et on s'est dit, voilà, c'est là où nous, on a grandi à la campagne, on a grandi entouré de forêts, et on s'est dit, c'est comme ça nous rappelle ça. Voilà. Donc, en toute honnêteté, c'est pas plus compliqué. On a toujours lu les tomes de Glénat dans des arbres comme Luffy faisait ça. C'est un peu l'idée quand même. Bon, c'est Frodon au début du Seigneur des Anneaux. On nous demande d'ailleurs. Pourquoi ça cartonne autant ? C'est une question assez naïve, effectivement, mais s'il y avait des clés comme ça qu'on pourrait soulever pour expliquer le succès de One Piece, après autant de temps. Ouais, Benoît. Alors, c'est les thèmes universels. Alors, il y a ça, mais déjà, premier point, il faut savoir que dans la création d'une histoire, il n'y a jamais de règle absolue pour faire un succès. Sinon, tous les livres, toutes les histoires qui sortiraient seraient des succès. Ça, c'est le premier point. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'effectivement, comme tu le dis, dans un premier temps, il y a des thèmes universels. L'histoire d'un garçon qui veut trouver un trésor, la piraterie, ça fait toujours rêver. Les grands espaces, les voyages, la quête initiatique. Donc, il y a ça. Mais surtout, il y a aussi un élément qui, à mon avis, est vraiment très important et puis que Mon Corvo disait aussi tout à l'heure, c'est que lorsque Eiichiro Oda dessine, il dessine avec une ambition toute simple qui est son lecteur doit pouvoir s'amuser. Et donc, à partir du moment où vous avez un auteur qui a une histoire qui est aussi développée que celle de One Piece, mais qui en plus garde en tête qu'il écrit non pas simplement pour lui, mais pour que son lecteur ou sa lectrice puisse s'amuser, ça veut dire qu'en fait, il propose à la fois son histoire, mais il propose également ce que le lecteur ou la lectrice attend, et donc, mais il lui propose d'une manière que le lecteur ou la lectrice n'attend pas. Donc c'est ça aussi qui permet justement d'aller encore plus loin, c'est que on n'a pas quelque chose auquel on s'attendait où on se serait dit voilà, c'est cousu de fil blanc, maintenant j'arrête, j'ai pas envie de connaître la suite. C'est juste j'ai eu ce que je voulais, mais je l'ai pas eu de la manière dont je voulais. Donc quelle sera la prochaine surprise qui m'est réservée ? Et c'est pour ça qu'on peut aller aussi loin dans le nombre de tomes. Et dites-nous d'ailleurs sur le chat pourquoi vous aimez, quelles sont les dimensions de One Piece qui vous fait kiffer quoi. Et on profite aussi de ce moment pour dire qu'on est donc en train de parler de One Piece avec Kamal Lekita du Mont Corvo et Benoît de Glénat et qu'il y aura d'ici 20 minutes environ le dessinateur Christophe Cointeau qui est dessinateur de manga en France et qui nous dessinera en direct Luffy, qui nous racontera comment le dessiner, qui nous donnera des clés et peut-être qu'il y aura un autre personnage qui sera dessiné après, il m'a dit, mais on verra ça tout à l'heure. Excuse-moi, il y a aussi une autre question qui est revenue souvent et que les gens demandent et ça peut nous permettre de revenir à Wano Kuni et qui est très intéressante, c'est est-ce que One Piece est bien dessiné ? Parce que One Piece, il y a quand même souvent des ruptures graphiques, on voit l'évolution du trait. C'est vrai ça. On voit qu'il y a des passages qu'il apprécie plus que d'autres à dessiner. Oda, j'ai l'impression même que l'un des derniers flashbacks là, dans l'arc du Pays des Wa, ça lui a pris beaucoup de plaisir à le dessiner. Peut-être même plus que la partie présent. Il y a d'autres fois où on le sent peut-être un peu fatigué, je sais pas. C'est quoi votre analyse, vous, de son dessin et qu'est-ce qui vous touche dans son dessin et comment vous voyez l'évolution de son dessin au fur et à mesure des tomes ? Moi, ce que j'aime bien. Déjà, il faut juste préciser quelque chose de super important, c'est la différence entre style et le talent. Je veux dire, vraiment, Eiichiro Oda, il a un style très particulier qui lui est propre, extrêmement riche et qui, des fois, peut être indigeste. Vraiment, il a des cases qui vont remplir énormément. Et puis, même au niveau des bulles, je veux dire, s'il lui reste de l'espace et il n'a pas mis 50 débris là, et ça va être une bulle avec plein de texte. Et ça, pour beaucoup, c'est c'est pas des tableaux des fois, et du coup on se dit mais par contre c'est très personnel. Et du coup, est-ce que Eiichiro Oda dessine bien ? J'ai envie de dire dans la cohérence graphique qui accompagne One Piece depuis le début. Il s'est amélioré. Cependant, il fatigue sur plein de points, il le dit lui-même, il a sa vue qui baisse, il a besoin de plus en plus de ses assistants, mais ça n'empêche pas que One Piece est graphiquement très bien illustré, quoi. Moi, je pense que dans un monde qui est si farfelu, où on est un peu sur plein de personnages, où moi j'avais un peu envie de le comparer, souvent c'est un petit peu osé, mais un peu au Victor Hugo du Japon, où on est sur quelqu'un qui va absolument dessiner la laideur extérieure et la bonté intérieure, et donc on va avoir des personnages qui ressemblent à rien, tous, il y a des tailles tellement différentes, on est vraiment sur quelque chose qui est très fantastique, quoi. Le monde d'Eiichiro Oda, il est très haut en couleur, et pourtant, c'est cohérent, ça a de la gueule, ça a une forme, donc j'ai envie de dire que oui, Eiichiro Oda sait dessiner, et il sait très bien dessiner, parce que c'est rare. C'est rare de pas que ça a un style aussi personnel et ne rejette pas directement le lecteur.
parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie derrière, il y a beaucoup de talent. Et quand on voit comment il s'est amélioré, et quand on voit des magnifiques doubles pages, mais surtout de l'architecture, en passant jusqu'à l'action des personnages, c'est très puissant. Vraiment, toutes les inspirations, ils puisent de absolument partout. Et au final, eh bien, certes, on peut voir quelquefois des petites fatigues, et même moi on le retrouve des fois, qui seront corrigées plus tard. Je pense que même Benoît il sait beaucoup mieux que nous, ça sera corrigé plus tard, et pas que dans la pré-publication au Japon, mais au final c'est un génie du dessin, cet homme, hein. Vraiment, c'est de toute façon, il va l'apprendre. Enfin, personne ne va lui apprendre, hein. Ça fait des dizaines d'années qu'il le fait, et ça, je veux dire, c'est trop tard. C'est un monsieur qui est vraiment installé dans son art. Et voilà, quand par exemple, il disait lui-même qu'il redessinait tant qu'il n'arrivait pas à ressentir l'émotion qui était nécessaire. Par exemple, lors d'Alabasta, et puis lorsque Vivi, la princesse, demandait d'arrêter la guerre. Et il disait qu'il avait redessiné encore et encore et encore jusqu'à ce que lui-même il s'était mis à pleurer. Et du coup, on voit que c'est quelqu'un dans tous les cas qui est impliqué, et ça transpire dans les pages, quoi. Là, il y avait un niveau de détail incroyable. Les gens nous disent que c'est pour l'aventure, pour les mystères, pour le développement des personnages, pour le power-up, évidemment, et puis là, il en est vraiment question dans le dernier arc, là. Benoît, une question, on l'a dit, c'est donc 98 tomes très bientôt, chez Glénat, 24 ans d'histoire, très fondamentalement. Mon Corbeau, par exemple, je crois que vous avez commencé il y a 15 ans, je crois, la lecture de ces mangas. C'est ça, oui. Oui. Benoît, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux lecteurs? Est-ce que ça fait pas peur, One Piece, pour un nouveau lecteur? Alors, ça pourrait faire peur dans un premier temps si on vous dit voilà, il y a une série, elle n'est pas finie et elle fait déjà 95 volumes. C'est sûr que quand vous êtes parent ou quand vous êtes enfant, vous vous dites mais j'ai peut-être pas envie de mettre mon argent de poche pendant ne serait-ce que 95 mois pour faire autre chose. Ça, on va dire, c'est l'espèce de premier réflexe. En fait, ce qu'on constate, c'est que si on a une série qui dispose d'autant de volumes, c'est justement parce qu'elle est pertinente et parce qu'elle accroche les lecteurs. C'est-à-dire que on sent très clairement que Oda, il tire pas la ligne quand il dessine, quand il fait ses chapitres. On a plutôt l'impression justement d'une sorte de folle course-poursuite avec les événements qui s'enchaînent, et pas de je vais rallonger un peu la sauce. Donc ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que du coup One Piece, même si c'est une série effectivement qui est longue et qui est en cours, c'est une série qui chaque année recrute, et surtout chaque année recrute de plus en plus. La question qui se pose, c'est est-ce que One Piece a des nouveaux lecteurs? On peut le voir d'une manière extrêmement simple, au nombre de ventes d'un tome 1. C'est-à-dire que si vous vendez plus de tome 1, vous considérez que vous n'avez plus de nouveaux lecteurs, tout simplement. Alors, c'est pas un scoop, mais le tome 1 se vend toujours très 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 bien. C'est une légende où il paraît qu'il y a un tome toutes les 30 secondes qui part en France. Alors non, c'est pas une légende, c'est simplement, on va dire, le fruit d'un calcul mathématique. C'est-à-dire que c'est sur l'ensemble des références One Piece, sur l'ensemble de l'année, vous avez un One Piece qui se vend toutes les 30 secondes. Mais vous n'avez pas chaque tome de One Piece qui se vend toutes les 30 secondes. On nous demande pourquoi vous traduisez les noms chez Glénat. Ça revient très souvent. Ça revient beaucoup. Ça revient beaucoup. Alors, en fait, pourquoi est-ce qu'on traduit les noms? La question, en fait, lorsqu'on traduit One Piece, enfin, lorsque les traducteurs travaillent avec nous sur One Piece, c'est justement quelle est, on va dire, l'ambition initiale de l'auteur. Que voulait faire ressortir Eiichiro Oda dans le message qu'il transmettait à ses lecteurs. Et notre idée, en fait, c'est tout simplement de faire en sorte que pour les lecteurs francophones, on transmette au mieux cette ambition qu'avait l'auteur par rapport à ses lecteurs. Donc, si par exemple, vous avez l'auteur qui, je dis n'importe quoi, utilise un mot, par exemple, en portugais, on peut considérer que les Japonais ne connaissent pas le portugais, donc on va laisser le portugais. Si par contre, vous avez l'auteur qui utilise un mot qui est en japonais, ça veut dire que les lecteurs qui sont japonais, qui vont lire, vont comprendre le japonais. Donc la question pour nous, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est est-ce qu'on garde le japonais au motif que c'est un nom japonais, ou est-ce qu'on essaye justement de rester au plus proche de cette intention qu'a l'auteur par rapport à son lecteur, et donc on traduit. On a justement réfléchi un certain nombre de fois, et effectivement, nous, notre optique, c'est de faire en sorte que cette émotion que veut transmettre Eiichiro Oda à ses lecteurs, on puisse, à notre mesure, bien évidemment, la transmettre autant que faire se peut. Donc c'est pour ça qu'il y a certains mots qui sont traduits, tout simplement parce qu'effectivement, ils sont en japonais, donc on les traduit en français. Ils sont dans une autre langue, on les laisse dans une autre langue. Et Nicolas, il y a quelqu'un qui demande là dans les commentaires, c'est IZ, il demande si One Piece est le seul manga à avoir atteint le tome 100. Alors IZ, non, il y a, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a Golgo 13 qui arrive au 200, et comme le précise, excuse-moi si j'écorche le nom,
Firehead 30 qui dit qu'il y a Détective Conan qui a plus de 200 tomes, c'est exact. Et ça permet aussi, il y a une question qui est très intéressante qui revient là pas mal, c'est le Dard Pointu qui nous l'a dit. Et lui il dit qu'une des raisons du succès de One Piece, c'est qu'en fait pour lui One Piece ça a la meilleure géopolitique de tous les mangas confondus. Et ça c'est la question de la géopolitique et la question de la politique, c'est très important, et on le voit actuellement là dans l'arc Wano Kuni qui est extrêmement politique parce que ça parle du Japon, du passage. Mais ils étaient tous très politiques. Ils étaient tous très politiques, mais celui-là, comme il y a un retour au Japon, le Japon, l'ère Edo, l'ère Meiji. Oui, effectivement, ça c'est très intéressant parce que là il parle de. Qu'est-ce qu'il nous dit là, Oda Ouais, vas-y. Est-ce que par exemple, il y a toute cette histoire autour des armes, autour de l'écologie, d'une certaine manière, en fait, cet arc, il dénonce aussi la militarisation du Japon. Actuellement, on sait qu'il y avait le Premier ministre Abe qui voulait faire ça, et ils veulent faire ça. Il y a cette politique au Japon, cette volonté de revenir à ça. Et on sent que dans cet arc, il parle du Japon actuel et qu'il veut donner un espèce de message pour dire à ses lecteurs de faire attention aux hommes politiques, de faire attention à ce qui se passe actuellement au Japon, parce que il pourrait y avoir des débordements. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse-là ? Est-ce que vous ressentez ça quand vous lisez l'arc actuel ? Moi, je pense surtout que Eiichiro Oda, c'est beaucoup de bienveillance avant tout, et il voudra seulement. On ressent beaucoup à Wano Kuni une patte, on va dire Miyazaki, un peu Ghibli, qui va vouloir nous remettre un peu aux sources du Japon, et c'est très important pour eux. Parce que, comme tu parlais très bien de militarisation, et ben là, on va avoir toute l'industrialisation de Kaido et d'Orochi, la transformation d'un pays qui se fait, en plus, c'est ça qui est très intéressant, sur 20 ans, en fait. Quand le personnage d'Oden prend la mer et revient et voit de la fumée, voit des usines, et on se dit, ah mince, le pays a changé. Et donc, la politique est certes très importante, vu que tout l'arc de Wano Kuni va, en fait, s'axer autour de l'ouverture du pays. Et donc, briser la politique isolationniste, le sakoku, au Japon, qui, en fait, véritablement existé. Donc pour nous, lecteurs occidentaux, on se dit attendez, il faut ouvrir un pays, mais nous, c'est vrai, pour la nouvelle génération qui arrive, et c'est bien parce que ça éduque en fait, One Piece. Ça va nous apprendre vraiment l'histoire du monde et du Japon, qui est une île, et qui était un pays fermé, et qu'en fait, bah voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le commerce. Et c'est beau de savoir que c'est un message qui est très, très humaniste, de se dire bah, en fait, il faut s'ouvrir au monde, mais quand même toujours penser à la tradition et ne pas trop transformer le paysage, mais quand même s'ouvrir au monde, parce que ça va être la clé pour ce dernier, pour le One Piece. Et de toute manière, voilà, s'il y a un truc sur One Piece que beaucoup de lecteurs aiment pas, c'est qu'on politise l'œuvre, alors qu'en fait, une œuvre, quand on dit qu'elle est politique, c'est pas parce que le fils va vous dire, bah moi je vote droite en fait, c'est juste aussi parce que son auteur, il est simplement engagé, et du coup, si tout au long de ses arcs, Eiichiro Oda, il a pas arrêté peut-être sur des traits plus grossiers, et bien d'évoquer certains engagements vis-à-vis par exemple de Dressrosa et tout ça, avec tous les l'esclavage, les nains. Voilà, tout ça. Et bah, cependant, sur Wano Kuni, on retrouve quelque chose de plus fin, de plus subtil, parce que quand même, bah, il a une culture très poussée sur son propre pays. Et du coup, on a cette cassure entre un Japon traditionnel, un Japon moderne, et puis du coup la disparition de toute la mythologie qui va partir, et puis ses mythes, sa culture, et ça c'est toujours quelque chose qui a traversé le Japon, qu'on peut retrouver dans tous les arts, que ce soit au cinéma par exemple avec les Ghibli, mais du coup et également Oda qui arrive enfin, et ça se ressent d'une manière, c'est-à-dire que rien que l'animé qui a fait un terrible bond en avant lorsqu'il s'agit d'illustrer tout ça, et Eiichiro Oda qui à toutes les pages, il y a 50 annotations pour vous dire que au théâtre Kabuki, cela signifie ceci, et que entre 1850, enfin c'est bourré. J'imagine que par exemple, Benoît, toi pour la traduction, tu dois avoir un peu des retours là-dessus, mais l'arc de Wano Kuni est tellement personnel et tellement japonais qu'on est sur l'arc, j'ai l'impression. Je pense que c'est l'arc le plus ambitieux et le plus intelligent même d'Eiichiro Oda, parce que c'est son bébé. Il a pris 22 ans pour en arriver là, et on sent que vraiment c'était prévu, c'était prévu depuis des années. Le coup par exemple, rien que des Smiles, où on est en gros, ça va être tout le nouveau monde en fait va s'orchestrer autour de Wano Kuni et de Kinemon et des samouraïs et de cette quête. Wano Kuni ne commence pas à Wano Kuni, il a commencé en 2010 en fait, 2011, et ça qui est très impressionnant, et voilà, en gros, je parle un petit peu trop, mais je pense que. Non, c'est très bien, continue. Puis on nous dit beaucoup que ça parle de discrimination, de racisme, de problématiques sociétales comme ça, et c'est un très très beau message à chaque fois, quoi. Ça, c'est Kuroko qui nous dit ça. Moi, je voudrais justement rebondir sur cette notion, parce que tu posais la question de savoir si One Piece était politique. En fait,
ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'en fait, One Piece n'est pas politique. Par contre, c'est pas parce qu'un manga n'est pas politique qu'il ne transmet pas des valeurs. Oui, mais je prenais pas Oda pour un militant non plus. Attention, hein, je disais pas qu'Oda était un militant de tel parti ou tel parti, pas politique au sens un peu générique. C'est-à-dire que ce sont des problématiques politiques. Évidemment, il est question du gouvernement des hommes. Voilà. Ce sont des problématiques politiques. Et ce qui est important, en fait, c'est que ça permet aussi de voir justement à travers l'art de gouverner les hommes, je voulais dire. Différents, à travers une myriade de personnages différents, comment, on va dire, on n'a pas forcément uniquement des méchants d'un côté, des gentils de l'autre, mais effectivement, à chaque fois, des vies cassées, des vies brisées et, on va dire, des cicatrices qui amènent à ce genre de comportement. Et c'est ce qui permet justement d'avoir un monde qui est extrêmement riche. Et surtout, ce qui est très important, c'est que lorsque les personnes disent la géopolitique de One Piece, elle est brillante. C'est que non seulement elle est brillante, mais surtout elle évolue. C'est-à-dire que vous n'avez pas une situation figée où vous avez le gouvernement mondial d'un côté, les grands corsaires, ceci, cela. Vous avez régulièrement des réunions où justement les différents royaumes se réunissent pour discuter. Et donc des arcs où on chamboule tout aussi. Des arcs où on chamboule tout, exactement. Et donc, c'est justement tout cet univers qui évolue, qui fait qu'on n'a pas l'impression de simplement suivre un personnage, mais on suit vraiment un monde qui se développe. C'est pour rebondir sur ce que vous disiez là sur la politique, il y a une phrase d'Otomo, le créateur de il a dit ça en 2016 lors de sa venue au festival d'Angoulême, et il disait, et je crois que ça résume ce qu'on est en train de dire sur One Piece et la politique, Otomo, il disait... Le manga ne doit pas être du côté du système, ne doit pas être du côté de la politique, il faut parler au nom du citoyen. Et j'ai l'impression que One Piece, c'est vraiment ça. C'est la parole du citoyen, quoi. Moi, je pense que c'est plus une présentation de plusieurs points de vue, et après, chacun fait son avis. Mais ça sera jamais une vérité, en fait. Ouais, c'est surtout pour rendre, j'ai l'impression qu'aussi c'est technique, c'est pour rendre son monde vivant en fait, que quand on ferme le tome, on a l'impression qu'il vit toujours de son côté, parce que les entr'actes, parce que comme Wano Kuni c'est une véritable pièce de théâtre kabuki divisée en plusieurs actes, et ben il a créé carrément des entr'actes où on a le journal télévisé, on a en fait les infos du monde, et on voit la destitution des grands corsaires, on voit tous les résultats de la rêverie, du grand rassemblement du monde entier. L'armée qui est en marche. Voilà, c'est ça, et ben on se dit c'est vivant. Le monde de One Piece ne s'arrête pas au Mugiwara, il est extrêmement vaste. Et je pense que moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup dans ce manga-là, c'est d'avoir eu le courage et la patience de créer ce monde-là pour qu'au final, que ce soit dans sa temporalité ou sa géographie, eh bien, l'histoire de Monkey D. Luffy est minuscule. C'est une pièce de ce One Piece. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'avant lui, il y a eu des choses beaucoup plus importantes, après lui, il y aura beaucoup plus important, et pendant qu'il vit, il y a beaucoup plus important encore qui se déroule. C'est vrai que la gestion du temps, elle est fabuleuse, parce que très bien géré. J'avais réalisé ça il y a quelques années contre Doflamingo à Dressrosa, où je réalisais que du coup, Doflamingo, grand méchant qui possède 48 ans, du coup, et je me suis dit, mais en fait, vous soustrayez les 19 piges de Luffy, et puis Doflamingo était là tellement bien avant, et je me dis mais attendez, mais vis-à-vis de la mort de Roger, le seigneur des pirates, enfin Luffy, mais c'est rien du tout, il a tellement de retard face à tous ces gens qui, et quand il lui disait gamin, il disait tout le temps t'es un gamin, et je me disais à bout d'un moment arrête d'insulter le héros principal s'il te plaît, et du coup je me disais mais en fait c'est parce qu'il a raison, et c'est comme ça que je me suis ouvert à tellement plus d'empathie vis-à-vis de tous les autres personnages, et je me suis dit peut-être qu'ils sont plus intéressants vis-à-vis de leur connaissance, vis-à-vis d'un monde plus ouvert. Et du coup, je me dis, waouh, c'est vertigineux. Ouais, on peut résumer en disant que le personnage de Luffy, c'est le plus intéressant et à la fois le moins intéressant de toute l'œuvre, en fait. Il y a tellement de choses à côté que, au final, quand on dit quel est ton personnage préféré de One Piece, eh bien, personne répond Luffy, parce que Luffy, il est dans notre cœur. Bien sûr, c'est le numéro 1, mais sinon, on a un autre personnage préféré. Et ça qui est important. Bah oui, comme souvent. Et d'ailleurs, là-dessus, il y a Prime Gaming K Tofu qui demande est-ce que Zoro est pas meilleur que Luffy? Bah là déjà Zoro il est moins bon que Sanji si on s'en prend à la prime. Alors est-ce que vous êtes prêt à répondre à ça, parce que surtout avec les derniers épisodes. Sur Twitter l'autre jour vous avez dit qu'on allait parler de Zoro et que vous allez nous éduquer sur Zoro. La propagande, très important de parler de Zoro. Voilà. Mon personnage préféré depuis tout petit, lisez One Piece pour découvrir ce personnage-là. Au début, il était accroché sur des trucs en bois comme ça. Aujourd'hui, il tranche. C'est bon, t'as fait le quota Zoro. Attention spoiler là. Attention le spoiler. Ouais, il tranche, je pense, à chaque fois qu'il se bat, il tranche. Ouais, mais bon. On se katana et il fait des oli comme ça. Voilà. On sait jamais. Et Zoro là, il a dû vous faire très très plaisir très récemment là quand même. Attention spoiler là. Oui, spoiler, j'ai rien dit. Nicolas. Benoît, petite question. Est-ce que on nous demande si One Piece a un concurrent direct en titre de manga,
très fondamentalement. Est-ce C'est que One Piece JB qui nous dit ça. Alors, est-ce que One Piece est un concurrent direct? Alors, c'est toujours très difficile de juger d'un concurrent par rapport à une série, puisque lorsque vous lisez plusieurs séries, en général, je veux dire, il n'y a pas deux séries de pirates qui sont identiques, et puis voilà, je veux dire, quand vous faites vos courses, bon, bah, vous regardez les rayons, vous vous dites, bon, bah, est-ce que je vais prendre cette boîte-là ou cette boîte-là? Les deux produits sont entre guillemets substituables, et si vous faites votre choix sur un critère qui l'est. Lorsque vous êtes sur une œuvre culturelle et sur une œuvre aussi même littéraire comme One Piece, vous pouvez pas dire qu'il y a un concurrent par rapport à One Piece, mais vous ne pouvez pas le dire, mais aussi pour l'ensemble des œuvres. C'est-à-dire que après, si vous voulez lire un titre, vous le lisez par rapport justement à votre sensibilité, par rapport au conseil des libraires, par rapport au conseil des amis, mais c'est très difficile de dire cette histoire est mieux que celle-là, parce que de toute façon, les deux histoires en question parlent de choses différentes. Donc on peut pas mélanger les torchons et les serviettes. Après, le fait que One Piece soit une série qui atteigne bientôt son 100e volume témoigne, on va dire, suffisamment de son statut d'exception, et par définition, une exception n'a pas de concurrent. Oui, c'est ce que nous dit Black Shiny 1. Il dit que les auteurs de One Piece et de Naruto, par exemple, puisque Naruto ça parle aussi de samouraï, ne sont pas en concurrence, il y a du respect entre eux. C'est ça, totalement. Exactement. Et de toute façon, c'est le même magazine au Japon. C'est des auteurs qui se connaissent depuis toujours. Ouais. Et d'ailleurs, il faut savoir que pendant très longtemps, pour la petite anecdote, le personnage de Sanji devait s'appeler Naruto. Il a refusé ensuite de l'appeler Naruto parce que Kishimoto sortait son manga éponyme. Et aussi, il a attendu, parce que Wano Kuni était censé arriver beaucoup plus tôt dans l'histoire, et il a attendu que son pote termine son manga pour ensuite aller au pays des samouraïs. Donc ils sont très potes. Très élégant. On a une grosse question très fondamentale là. C'est Tonton Etonov. Tonton Etonov. Bonjour Tonton Etonov, et il a une question, c'est la plus importante de toutes. Est-ce que vous croyez que Luffy va mourir à la fin de One Piece? Si Luffy va mourir, oh là là. C'est compliqué parce que moi j'ai envie de... Vas-y. C'est moi qui allais dire un truc. Vas-y. Non, vas-y Benoît. Alors, est-ce que Luffy va mourir à la fin de One Piece? Très objectivement, je ne pense pas. Pour la bonne et simple raison qu'en fait, on suit toute l'histoire à hauteur de ce personnage, et que, on va dire, si effectivement Luffy est un personnage qui dit tout ce qu'il pense et puis agit de manière extrêmement, parfois un peu bas de front, c'est pour que la plupart des lecteurs et des lectrices puissent s'identifier, ressentir un peu d'empathie. Donc, cela me paraîtrait, on va dire, extrêmement surprenant qu'il meure à la fin du manga. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, l'auteur est passé maître dans l'art de nous donner ce qu'on veut, mais pas de la manière dont on s'y attend. Donc, je serais peut-être surpris à la fin. J'ai un rebond là-dessus justement. Est-ce que vous pensez, on en parlait justement hier avec Nicolas, comme Luffy, toute sa quête est guidée par quand même l'envie d'être le roi des pirates, et derrière ça il y a quand même une envie de pouvoir, est-ce que vous pensez que c'est possible qu'il ne meure pas, mais que Luffy d'une certaine manière meurt en devenant à son tour un despote comme perverti par Alors le moi, pouvoir. je vais là-dessus rebondir, c'est qu'il faut bien comprendre que Luffy ne fait pas du tout ça pour le pouvoir, Bien sûr. il fait ça pour la liberté. Oui, Et il s'en fiche largement du pouvoir. Tout ce qu'il fait, au contraire, le seul pouvoir qu'il veut acquérir, c'est pour protéger ceux qu'il aime. Et jamais il le fera pour ses propres desseins. Mais quand Donc, il y sera. non, jamais Luffy. D'ailleurs, il n'en a pas. Hein, de Parce dessin. que Luffy, on est sur un One Piece, c'est très grand. Ça se veut même des fois un petit peu marginal, mais c'est aussi un shonen très classique. Hein. Les arcs ont toujours leur schéma, ça avance. Et Luffy, non. C'est pour ça que je rejoins aussi Benoît là-dessus. Luffy ne pourra pas mourir à la fin parce que c'est une idée aussi, Luffy. Donc l'idée, elle va pas mourir comme ça. Et peut-être qu'il va transmettre. Ce sera la fin de son aventure. Il va transmettre son chapeau de paille, il va transmettre sa volonté du dit, il va transmettre son idéologie. Mais lui, il peut pas mourir. Et je pense que même le faire mourir juste physiquement, son corps, plastiquement et tout, ce n'est pas possible parce que c'est pas du tout du Eiichiro Oda, c'est un personnage qui a extrêmement de mal à tuer ses personnages déjà. Et donc, je pense pas. Hein. De toute manière, je pense que le personnage de Luffy, c'est un personnage qui évolue avec ses lecteurs. Et si, dans un premier temps, c'est un petit peu un grand adolescent, parce que voilà, il y avait les plus jeunes lecteurs, il grandit avec nous. Et je pense que le message final, ce serait pas de le faire mourir pour dire, vous aussi les lecteurs, vous allez mourir. Je pense plutôt que le message final, ce sera que quand il sera adulte, nous aussi, on aura grandi, on pourra quitter One Piece en paix et lui dire, merci, on est devenus des adultes, on va gérer notre famille maintenant, merci tout ça, et puis les plus vieux également. Et puis, peut-être donner ce chapeau à quelqu'un d'autre. Donner ce chapeau à un futur mangaka, comme donner ce chapeau, comme je donnerais un tome d'un manga. Moi, je vois vraiment la fin de One Piece comme quelque chose de très, très, très heureux. Ça peut pas du tout être sur quelque chose de, ça va être un banquet. De doux amer, ça va être un banquet, tout le monde va rigoler, pleurer de joie, ça va... Non mais c'est vrai, je pense vraiment qu'on va être sur quelque chose qui va vraiment nous marquer et on va se dire ok, c'est fini. Mais ça va pas finir sur une fin.
ça va se finir sur le début, en fait. Le début de quelque chose, d'un nouveau monde, de la liberté, du One Piece. Je pense pas que One Piece aura une fin terminée comme ça, le film meurt, adios, non. Jamais. En tout cas, vous vous attendez à être extrêmement chamboulé à la fin de cette saga, comme après Marineford, par exemple, où toutes les cartes, fondamentalement, étaient rebattues. C'était complètement le bordel. C'était la géopolitique dont on parle depuis tout à l'heure dans One Piece, là, elle était complètement à plat. Est-ce que vous attendez à ça ? Est-ce qu'il y a un gros parallèle à faire entre ces deux arcs ? Alors, il y a un gros parallèle à faire entre ces deux arcs. Alors, bien évidemment, moi, je ne sais absolument pas quelle sera la fin de l'histoire. Hein. Elle est simplement dans la tête de l'auteur. Simplement, pour avoir lu effectivement ces déclarations, ne serait-ce que dans les différents courriers des lecteurs, il a annoncé qu'il lui fallait encore à peu près 5 ans pour arriver à la fin de son histoire, parce qu'il y avait encore un certain nombre de jalons à placer avant de déclencher, on va dire, sa conclusion. Donc, de ce point de vue-là, je pense que il n'y a pas de difficulté particulière il n'y a pas de difficulté. Simplement, l'auteur sait où il va et on sera surpris. Mais les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, pensent un peu comme vous. Hein. J'ai vu passer tout à l'heure un commentaire, quelqu'un qui disait, voilà, c'est Mapeflow qui dit « Je pense que si Luffy meurt, ça va montrer que la liberté est brisée ». Donc il est d'accord avec vous. Il y a aussi, voilà, il y a Gillander24 qui est d'accord. Lui aussi, il dit qu'il peut donner son chapeau à son tour. Ce serait pas mal. Et puis bon, il y a Baoken qui estime lui que One Piece finira jamais. On espère tous, puisque comme ça, pour le 200e, on se retrouvera tous pour en parler. Donner son chapeau, ce serait beau, parce qu'il y a beaucoup de questions de transmission dans One Piece, quoi. Ça, ce serait magnifique. Comme dans Indiana Jones. Un petit peu, ouais. C'est pas faux, ouais, en effet. On nous parlait de religion tout à l'heure dans le chat. Est-ce qu'on se risque là-dessus ? Est-ce que ça vous branche ? Il y a quelques arcs qui en parlent un poil, mais sinon, je ne sais pas si c'est au centre du truc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Il y avait un personnage qui s'appelait Dieu. Oui, c'est intéressant parce que pour le coup, on voit que Eiichiro-Oda, il fait énormément de références parce que il faut savoir que si on parle de religion au Japon, ça va être beaucoup sur le bouddhisme et le shintoïsme, donc ça va être un peu loin de tout ce qui est chrétienté. Et tout de même, on a quand même la figure divine d'Ener qui va rappeler la phrase de Zoro qui je reviens sur Zoro, mais c'est important. Mais simplement, moi je ne crains pas Dieu. Enfin, en tout cas, Ener dit ce n'est pas Dieu que les hommes craignent, c'est la fureur qu'il incarne. Et Zoro dit ça tombe bien, dans tous les cas, j'avais pas trop l'habitude de prier Dieu. On a quelques petites références là-dessus à un Dieu unique, mais sinon, ça va toujours être des références et un grand respect dans tout ça. Mais ça sera pas sinon. Disons que c'est plus le signe de figure, de totem, comme par exemple à Wano Kuni. Du coup, on a Kaido qui va incarner une figure protectrice, divine, des choses comme ça, comme des Meio, ou la fureur avec le Ragnarok aussi, mais. Voilà, c'est ça. Non, ça c'est des emprunts mythologiques, quoi, classiques. C'est Hypnos 161 qui dit « Parlons de la religion, katakurisme ». Alors il faut savoir que le Katakuri, c'était pour remettre les choses dans leur contexte, c'est pour le personnage de Katakuri, Dents de chien en français, qui en gros a inspiré nous on était très très fans de ce personnage, on a donc lancé notre religion, le katakurisme, qui a pesé à l'international un peu trop, oui, c'était et donc ne les écoutez pas, sinon après vous allez être trop vite convertis. Il faut faire une prière mais dans le futur pour la faire, c'est un peu compliqué, quoi. Ça vous permet de voir le futur et de connaître la fin de One Piece, c'est comme ça que on en a parlé un peu au début, faut parler un peu édition. Je crois que Kamal et Kita, vous avez une question pour Benoît. Quelle est-elle ? C'est la question. On en a parlé juste un petit peu avant. Alors Benoît, il faut savoir que nous, on a pu rassembler quand même une petite communauté, tout et tout. On a pas mal de gens qui nous regardent. Et tous les jours, vraiment, je te promets que tous les jours, la question qui nous revient tout le temps, c'est quand est-ce qu'il sera possible de lire One Piece légalement en France comme le reste du monde, parce que il faut savoir que, pour mettre les choses dans leur contexte aussi, la Shueisha, qui publie One Piece au Japon, a créé un système qui permet de lire sur Internet en anglais, en espagnol, et a récemment rajouté 3 nouvelles langues. Et donc, eh bien, encore depuis cette nouvelle annonce, tous les jours, quand est-ce que Glénat, ils vont nous mettre sur Manga Plus le dimanche à 18h, en même temps que le monde, One Piece? Merci pour la question.
Alors, je vais pas pouvoir vous donner de date extrêmement précise. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de Glénat et de la version française de One Piece, la publication simultanée, donc la simultrade, ça fait partie des discussions que nous avons effectivement avec Shueisha. Donc voilà, ça fait partie des discussions. Pour le moment, bien évidemment, rien n'est acté parce qu'on a encore un certain nombre de choses à discuter sur les modalités, comment ça s'organise, comment ça fonctionne, etc. Donc, je peux pas vous dire est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire, quand ça va se faire, parce que justement c'est un processus qui est en cours. Par contre, ce qui est certain, c'est que le jour où on connaît cette date-là, on va pas la garder pour nous. Parce que justement, nous aussi, on serait ravis de pouvoir partager cette information avec vous. Et le jour où effectivement on arrive au terme de ces discussions et de ces négociations, vous en serez forcément les premiers informés. D'accord, mais alors du coup, Benoît, est-ce que c'est quelque chose que chez Glénat vous avez envie de faire? C'est ça la question juste. Alors c'est quelque chose qu'on fait déjà. On fait déjà du simultrade sur une série qui s'appelle Ashidakas de Iron Hero, donc qui est publiée qui est dans un mensuel si je me souviens bien. Et là, pour le coup, on sort la version numérique en même temps que la version japonaise. Donc c'est un phénomène auquel sur lequel on est familier. Donc à partir de là, on ferme bien évidemment absolument aucune porte aux différentes possibilités qui s'offrent à nous. Très bien. On croise les doigts alors. On croise les doigts et on attend la date. Autre question d'édition, on en parlait tout à l'heure avec le dessin qui était très foisonnant, dans lequel des fois on peut se perdre. Est-ce qu'une édition de One Piece grand format, un peu taille Blame par exemple, ou Akira chez Glénat, est-ce que ce serait possible? Ou est-ce qu'une édition couleur serait possible? Est-ce que ça c'est dans les tuyaux? Est-ce que c'est possible? Alors, il y a eu une édition comme ça qui déjà existait, qui était les One Piece Log, qui a été publiée par Hachette Collection, où justement vous aviez à peu près, je sais plus, entre 400 et 600 pages tous les 15 jours, et donc vous aviez la version One Piece grand format. Donc ça s'est fait, ça existe au Japon, et ça s'est fait avec Hachette. Sauf que ça s'est terminé parce que, à un moment, on avait rattrapé la parution française, et que du coup, on pouvait pas spécialement aller plus loin. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est que au niveau des nouvelles éditions, c'est toujours extrêmement difficile de proposer une nouvelle édition d'une série qui n'est pas finie. C'est-à-dire que ça veut dire que si vous proposez une nouvelle édition d'une série qui est en cours, ça veut dire que vous proposez 2 fois la même lecture à vos lecteurs. Et forcément, ça va s'adresser un peu que aux fans, quoi, j'imagine. Voilà. Donc l'idée, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que tout simplement, effectivement, il faut que ce type de version existe aussi au Japon. Oui. Et ce type de version en grand format dans on va dire dans le quartier de la librairie, on ne le trouve pas spécialement au Japon. Donc comme ça n'existe pas au Japon, on ne peut pas le faire en France. Mais ça, quand je vous pose la question, parce que par exemple, on s'écarte légèrement du sujet, c'est parce que Berserk, qui est toujours en cours de parution, il y a une édition grand format chez Dark Horse, mais pareil, Glénat, vous ne pouvez pas la faire parce que vous ne savez pas dans combien de tomes ce sera terminé. Alors là, c'était il y avait cette question, mais c'est juste que on avait exactement eu cette réflexion justement à l'occasion de Berserk, et cette édition chez Dark Horse, en fait, elle était limitée, je crois, aux 3 premiers volumes ou quelque chose comme ça. Donc de notre point de vue, il nous paraissait assez surprenant pour un lecteur que le lecteur achète 3 tomes dans une super édition, et puis qu'après, s'il veut y avoir la suite, ils doivent acheter l'édition courante. C'est un peu, nous, ça nous paraît un petit peu hérétique en termes de conception de la collection du manga sur les étagères. Donc c'est pour ça. Et là, on a une petite demande. Il y a une petite demande, c'est Paloum Bital qui nous dit je fais un mémoire sur la digitalisation du manga. Je suis chaud d'interviewer Benoît si possible. Ok. Et donc on vous met en contact. On vous met en contact. Voilà. Let's go. Et voilà. Paloum Bital, tu nous contactes sur Twitter et on te. Voilà. Simplement, je tiens juste à signaler parce que j'ai quand même un certain nombre de demandes comme ça d'entretien, de mémoire, etc. Donc la personne en question a de la chance parce qu'en normal, je veux dire, je me fixe un quota parce que sinon je peux pas mener le reste de mon travail. Donc là, il me permet de remplir mon quota. Bon, on réserve une place à Paloum Bital. Tu nous contactes sur Twitter et on te passera le mail de Benoît. Messieurs, petite question de Hawkins, comme par hasard. Hawkins de 2K21. Est-ce que vous pensez qu'il y a certains personnages secondaires qui pourraient revenir dans l'œuvre? Il pense à Ener, par exemple, ou à Jin. Et Jin, vous aviez une théorie d'ailleurs extrêmement intéressante, messieurs, me semble-t-il, il n'y a pas très longtemps sur Jin. Mais de toute façon, les personnages de One Piece, en fait, le but, ça va être vraiment... C'est tellement évident parce que Luffy, au fil de son parcours, il a dit à plein de gens je reviendrai. Il y a absolument un terrible message que ce serait que Luffy ne les revoit jamais. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait là? Et ben du coup, la théorie que nous on avait évoquée récemment suite à un message d'Eiichiro Oda qui avait dit sur la fin que voilà, c'était quelque chose qui devait être heureux et tout ça.
eh bien, je pense que vraiment l'image finale de One Piece que ça pourrait être, ce serait un banquet ultime avec tous les personnages de One Piece. Et en fait, présenter des personnages qui sont tous extrêmement différents, qu'on a tous connus dans des arcs qui vraiment ne se ressemblent pas du tout, eh bien, rien que les faire rencontrer, c'était un peu la force de Marineford finalement déjà, eh bien, ça fait une sorte de choc visuel. Maintenant, vous mettez des personnages qui n'ont mais rien à foutre ensemble, comme Katakuri, Ener et je sais pas quel personnage de Fuchsia au début de One Piece, eh ben, si vous les mettez tous à la même table, ça va faire un choc tellement grand sur le vertige de long terme que seul One Piece finalement réalise sur une seule épopée, où on va se dire, en fait, tout ça depuis le début, c'était connecté, ces gens, ils peuvent se toucher, ils peuvent se parler, et c'est vraiment un véritable monde uni. Parce que on va tous les revoir. C'est un peu, non mais c'est ça en fait. Est-ce que au final le message du One Piece ce serait pas ça? Ce serait parce qu'on sait pas toujours, mais faut pas oublier que Goldie Roger il s'est tapé ces énormes barres quand il est arrivé sur Lauftel et qu'il a découvert le message qu'il y avait sur cette île. Est-ce que c'est pas le voyage qui compte quoi? Voilà, et ben il y a marqué restaurant fermé. Mais je me demande en fait s'il y a tout simplement, c'est pas parce que au contraire, ce serait réunir le monde quoi, une seule pièce et au final finir sur un seul banquet. Et ça permettrait aussi une redécouverte en tant que nous lecteurs de notre vie, de notre parcours, où on se dirait oh ce personnage je l'avais pas vu depuis que j'étais en 6ème en fait. Et les deux ensemble ils vont pas quoi, genre voilà. On peut pas les... Et donc ça permettrait de faire un très beau message. Le rêve de Goldie Roger comme celui de Luffy, parce que comme ça on fait un petit lien avec le chapitre 966 où vous disiez les personnages ils avaient les mêmes pansements. Et bien c'est parce que Luffy qui dit à Sabo et Ace comme Roger disait à Oden et Barbe Blanche, mon rêve c'est de... Et là, il est coupé par une vague, c'est ultra mystique et tout ça. Cependant, on sait très bien que Roger lui-même n'a jamais voulu être roi des pirates, puisque lorsqu'il le devient, c'est comme ça que il est nommé, c'est son titre. Et puis, gloire, richesse, pouvoir et tout ça. Lui-même, il est choqué d'apprendre ça, ça le fait rire. Du coup, de ce fait, on peut tout simplement définir le fait que Roger avait un autre rêve. Et ce rêve... Petit spoil, on saura plus tard que ça peut créer la moquerie. Et du coup, on se dit, est-ce que ce rêve, comme Luffy et Roger, c'était pas en fait, tous mes amis, je veux manger avec eux. Je veux qu'on soit tous ensemble et rigoler. Parce que Eiichiro Oda disait que les trucs les plus importants dans sa vie, tellement il passe du temps à travailler derrière son bureau, à dessiner, le plus important, c'est quand il avait du temps pour retrouver sa famille et les comédiens de doublage, les seiyuu au Japon. Faire un barbecue. Faire un barbecue et manger avec eux. Il disait que c'était là où il se sentait le plus vivant et le plus heureux de toute sa vie. Donc, et quand ce serait cohérent. C'est cohérent. Et donc, je pense que c'est la réunion. C'est les moments les plus importants et ouais. Et il y a aussi un point qu'il ne faut pas oublier, c'est que Luffy, toutes les personnes qui le côtoient, lui reconnaissent un pouvoir d'attraction, une capacité de rassembler tout un tas de personnes, tout un tas de personnes qui de base n'ont rien à faire ensemble. Donc, il serait absolument pas délirant justement d'envisager un banquet comme vous en parlez, justement par rapport à cette attractivité de Luffy. C'est comme dit Jimmy Hawk en fait à Marineford, c'est un peu l'auteur qui parle à travers ce personnage-là, qui dit que Luffy a le pouvoir le plus grand du monde, c'est celui de rassembler les gens à sa cause. Et au final, c'est ce qu'a réussi à faire One Piece, en rassemblant tous les gens, mais de n'importe quel sexe, de n'importe quelle religion, de n'importe où dans le monde. Eh bien, One Piece va marquer et rassembler. Et nous, au soi, on a la chance d'être aujourd'hui des acteurs de ça, en tout cas. Et de témoigner de cette force-là de Eiichiro Oda et de Luffy, de ce chapeau de paille, de cette volonté du dit, parce que on n'aurait jamais parlé à des personnes si on n'avait jamais pu parler de One Piece avant. Donc, ça répond très bien à quelques questions là qui reviennent pas mal. Il y a notamment la question de Zlinks qui dit qu'adviendra-t-il de l'œuvre si l'auteur décède avant la fin du manga? Et ça, là vous venez d'y répondre en fait, où tous les fans sont réunis, vous continuerez de parler de l'œuvre ne disparaîtra pas. Il y a quelqu'un aussi tout à l'heure qui demandait c'est Krakito, est-ce que One Piece va bien vieillir selon vous? C'est ça, One Piece va continuer à se transmettre de génération en génération, mais ce que vous dites aussi sur le fait que ça donne le sourire, que ça donne du bien, c'est un peu la transition parfaite, parce que avec nous on a Christophe Cointeau, il dessine des mangas, il est fan de One Piece. Et Christophe Cointeau, on a parlé avec lui l'autre jour, en fait, il nous disait que quand il dessine des fanarts de One Piece, quand il dessine Luffy, il a le sourire. Il dit quand on dessine One Piece, on sourit. C'est beau. Est-ce que ce serait pas, Nicolas, le moment pour l'inviter pour qu'il vienne dessiner carrément. Luffy? Allons-y. Alors, on est où? C'est ça, non? C'est ça? Attends. Et pour ceux qui venaient de nous rejoindre, on est avec le Corvo, Kamel Ekita et Benoît Yo, éditeur historique de One Piece. On parle de la grande saga épique de Eiichiro Oda.
Et Kamal, Kita, vous allez faire quoi d'ailleurs après quand ce sera fini One Piece? C'est quoi la question? Pardon, excuse-moi. Vous allez faire quoi quand ce sera fini One Piece On va arrêter. Le relire. On va relire. C'est ça. Mais de toute façon, nous, YouTube, ça n'a jamais été quelque chose qu'on voulait faire de base en fait. C'est juste parce que nous, on voulait juste parler de One Piece. Et puis, forcément, nous, ça a dégénéré. On n'a plus rien au secours. Mais en vrai, non, nous, on a fait nos études à côté. Maintenant, on est diplômés. Et c'était pas du tout pour faire ça. Du coup, maintenant, je compte aller jusqu'au bout de One Piece. Cependant, à la fin, quand ça sera fini, on va retourner à ce qu'on voulait faire dans notre vie. On nous pose toujours cette question-là, le gros chômage après la fin de One Piece, mais en fait, volontiers, en fait, on va arrêter, et on va reprendre notre vie. Tout ce qu'on voulait, moi, je voulais juste parler de Zoro, vous savez, c'est tout. Après, c'est fini. Hein. Parce que c'est important de le mentionner. Vous êtes vidéaste et vous, c'est le cinéma qui vous intéresse. Ça, vous travaillez dans le cinéma. Je suis diplômé Master 2 en cinéma, et puis voilà, YouTube, c'est également beaucoup de pratique. Et du coup, de ce fait, en plus des contacts, en plus de tout ça, ça m'aura fait certes un carnet d'adresses, mais maintenant, j'aimerais. On parle de moi, je sais pas pourquoi. On est sur BFM TV aujourd'hui. Voilà. Bon, ouais. Super. On était très 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 content de vous avoir. Messieurs, vraiment merci de votre temps. Merci Benoît aussi. Excusez-moi, on peut le dire là maintenant. Évidemment, on vous a invité parce qu'il y a eu cette vidéo qui a tourné sur Twitter au moment du premier live SNK, parce qu'on pensait que vous étiez des personnages de SNK, et en fait, non, vous êtes des vraies personnes. Et donc, on est très très ravis que vous soyez avec nous parce que vous êtes passionnants. Et surtout, en fait, ça c'est un mini, pas une mini exclu, mais presque. Vous reviendrez bientôt sur le site parce qu'on vous posera des questions sur, à la fois en septembre, sur est-ce que la fin de SNK est réussie. Gros sujet. Et l'autre papier, ce sera pour l'apparition du tome 100 de One Piece. On se réunira tous pour un papier pour en rediscuter. Oh, let's go. Avec Benoît le retour, ça sera incroyable. Vraiment, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Avec joie. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Salut. Ciao. Alors, Christophe est-il dans les parages, Christophe? Alors, on se retrouve avec Christophe Cointeau. Christophe Cointeau, dessinateur. Il est dessinateur français de manga. Il a notamment fait deux séries de manga. Il y en a une qui s'appelle Tinta Run et l'autre c'est Wind Fighters. Ce sont deux mangas qui sont clairement inspirés par One Piece. C'est vraiment le manga qui l'anime. Et donc Christophe est là avec nous. Tu nous entends, Christophe? Bonjour. Christophe, ouais. Salut. Oui, je vous entends. On est très content que tu sois là. Si vous voyez rien, c'est normal. C'est qu'en fait, Christophe, on va voir surtout sa tablette Cintiq sur laquelle il va dessiner Luffy et peut-être un autre personnage. Peut-être, si on a le temps. Mais on a le temps. Là, pour l'instant, on voit une partie de ton atelier. J'identifie des cartons. C'est qu'il y a la webcam de brancher aussi, c'est ça, j'imagine. Ah, salut, ça va? Salut. Salut. J'ai mis la webcam, je vais travailler là-dessus du coup, avec un petit peu de documentation à côté. Ouais. Alors. Donc voilà, mais je vais débrancher la webcam et on va passer directement sur le. Avec joie. On est ravis de t'avoir vu et que toute la communauté t'ait vu justement. Tu vois. Attention, petit problème technique. Vous voyez rien, c'est normal. Christophe Cointeau est en train de se connecter et de connecter sa tablette Cintiq. Dans quelques instants, vous verrez son écran sur lequel il dessinera Luffy et un autre personnage. Hop, ça va pas traîner. Ce sera dans quelques instants. Christophe Cointeau, qui est donc dessinateur de manga et qui a fait 2 séries de manga shonen disponibles chez Glénat, Tinta Run et Wind Fighters, qui sont clairement inspirés par One Piece et l'œuvre de Eiichiro Oda. Là, on voit donc son écran, son logiciel où il dessine. C'est bon, vous le voyez là du coup? On voit une page blanche. Presque. Attendez. On voit presque. Ouais, là on voit tout là. Encore un coup de Kaido. C'est bon, on voit tout. C'était Kaido qui avait brouillé la connexion, mais maintenant on l'a battu. Alors Christophe, est-ce que tu nous entends? Alors je vous entends avec de l'écho, par contre c'est bizarre. Mais on t'entend parfaitement. D'accord, bon. Là c'est bon, là je vous entends très bien. Super. Alors... Donc voilà, je suis sur le... C'est que j'entends le retour de ma voix en fait aussi, c'est un peu bizarre, mais bon. On va y arriver, hein.
Alors restez bien avec nous parce qu'il va y avoir dans quelques instants une page blanche sur laquelle va être dessiné Luffy. Voilà, Christophe, sur le logiciel Clip Studio. Alors, évidemment, comme vous l'aurez compris, je ne suis pas Eiichiro Oda, donc j'ai commencé en faisant un petit croquis. Christophe, est-ce que déjà, pour commencer, tu peux nous dire à quel moment, enfin, pourquoi One Piece, tu t'es passionné de One Piece, qu'est-ce qui t'a plu dans cette série, toi? C'est dur à résumer, hein, j'imagine. Alors attendez, je vais faire ça. Vous m'entendez là? Ouais, on t'entend très bien, toi tu nous entends? N'hésite pas à décrire ce que tu es en train de faire, c'est bon. Christophe. Donc, alors, oui, par quoi tu commences pour dessiner Luffy? Je vais faire le contour de sa tête dans un premier temps. Ensuite, évidemment, son signe le plus distinctif, qui est, un des plus distinctifs, qui est le chapeau de paille. Bon, le but d'un croquis, évidemment, c'est de ne pas dessiner bien. Alors, au passage, oui, la question pourquoi passionné de One Piece, je vais pas répéter ce qui a été dit précédemment par les intervenants qui ont très bien expliqué pourquoi One Piece est une série aussi attractive. Moi, je l'ai découverte peut-être quand ça arrivait en France il y a une vingtaine d'années. Ouais. En 2000, je crois, 2000-2001, quelque chose comme ça. Et évidemment, il y a c'est le souffle épique de l'aventure absolue. Enfin, les décors, l'idée de voyage, tout ce qui fait un grand shonen. Et puis le style d'Eiichiro Oda, quoi, qui est inimitable, qui est très très libre, très comment je dirais, il arrive à nous inviter dans son monde avec une facilité incroyable, et notamment justement comme vous le disiez tout à l'heure, c'est que j'avais dessiné un fanart récemment de One Piece, et j'ai été frappé, ça faisait longtemps que j'avais pas dessiné ces personnages-là, j'ai été frappé non seulement de comment dirais-je, du fait qu'ils vous donnent le sourire rien qu'en les dessinant, et aussi du côté confortable en fait de cet univers. Je sais pas comment le dire autrement, mais très confortable. Ils étaient assez faciles. Les personnages sont faciles à dessiner. Ils sont bien campés. Ils ont des designs effectivement complètement farfelus, comme ça a été dit précédemment. C'est-à-dire qu'on peut tout trouver dans One Piece. Il y a des géants, il y a des hommes poissons, il y a des looks complètement, il y a des zombies. Voilà, il y a des looks complètement incroyables. Et en même temps, tout est parfaitement cohérent et on s'y sent bien. Et c'est ce côté-là que j'ai ressenti instantanément en dessinant le fanart, et je pense que c'est dû à une chose, c'est que Oda en fait est un grand enfant, et donc il a gardé cette pureté d'enfant dans son trait, dans sa manière de dessiner. Il est extrêmement généreux et ça se ressent immédiatement quand on entre dans son univers et quand on essaye de le dessiner, de se l'approprier. Donc voilà. Okay. Il y avait autre chose justement, parce que là on est en train de dessiner Luffy, il y avait on va parler un peu plus de dessin, techniquement parlant. Mais il y a... en fait, quand on dessine du Oda, on peut un peu se laisser aller, parce que lui, il a un graphisme... voilà, très lâché, en fait, qui a l'air simple en apparence. Et c'est notamment... alors, attendez, je vais quand même réduire un petit peu le dessin. Donc, je vais le réduire en taille pour avoir la place de dessiner un petit peu plus. Voilà, le croquis, hop. Yes. Et en fait, il y a un élément qui m'a frappé, moi, c'est la manière dont il dessine les mains. Parce que les mains, c'est toujours assez compliqué. Et là, en fait, en gros, on peut se lâcher. Il y a des très grands doigts comme ça. Bon, surtout Luffy qui a un homme élastique. Vous voyez, c'est des doigts comme ça qui prennent beaucoup de place. Alors, juste quelques instants, pour répondre à Urzan97, le nom de l'artiste qui est en train de dessiner, c'est Christophe Cointeau, qui a dessiné les séries de manga Tinta-Run et Wind Fighters chez Glénat. Et tu parlais des mains, donc, Benoît? C'est Christophe. Christophe, pardon. Oui. Et donc, ce qui est drôle aussi, c'est que les hommes et les femmes ont quasiment les mêmes mains. Et ça, c'est quelque chose aussi, on en avait parlé une fois précédemment, mais quelque chose qui dénote un truc important dans One Piece, ce qui n'a pas été évoqué précédemment, moi je trouve, de mon point de vue, c'est la place des femmes. Et notamment, graphiquement, elles sont traitées presque comme les hommes, elles sont souvent musclées, elles ont des grosses mains, elles ont des formes élancées, etc. Et je trouve que justement pour un shonen du Shonen Jump,
il y a un traitement vraiment moderne des femmes. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait très agréablement frappé. On nous demande on nous demande quel logiciel tu utilises. Shenawa demande ça. Shenawa. Non, Shenawa. Je suis sur le logiciel Clip Studio Paint qui est c'est un peu le logiciel ultime pour dessiner. Donc là en fait j'ai un calque pour le croquis que j'ai fait au crayon. Là je viens de diminuer l'opacité du croquis. Vous voyez comme ça il est beaucoup moins visible, il prend moins de place en fait. Et après le but c'est tout simplement par-dessus ça je vais créer un nouveau calque. Hop j'appuie, voilà. Si vous voyez le curseur. Je vais prendre l'outil. Alors, il y a un outil qui est très très bien, c'est Plume G Réaliste. Parce qu'il faut savoir que la Plume G, c'est la plume utilisée par les mangakas. C'est celle qui donne ce trait particulier, voilà, qui est fait de plein et de déliés. Et sur ce logiciel, il y a l'outil Plume G Réaliste qui reproduit très bien cet effet. Donc, plus on appuie fort, en fait, et plus le trait sera gros. Et plus on lâche, et plus ce sera léger. Donc, là, j'ai procédé à l'ancrage, voilà. Et ce qui est génial, voilà, chez Oda, je vais vous montrer un exemple parce qu'on peut revenir en arrière aussi. Si j'appuie très fort, vous voyez, ça fait un gros trait. Et si j'appuie doucement, en gardant la même épaisseur de trait, vous voyez. Ah, trop bien. Et c'est ça, c'est absolument ça tout l'intérêt de la Plume G, qu'elle soit réelle ou virtuelle, en l'occurrence là sur le logiciel, c'est justement d'avoir ces variations de traits. Et justement, le graphisme de One Piece notamment est très marqué par ces variations de traits. Enfin, Oda, il utilise très bien, mais les intervenants précédents, à la fameuse question, est-ce que Oda sait bien dessiner, la réponse est vraiment oui. Un grand oui. Et là, tu dessines Luffy avec une efficacité, une maestria confondante, mais il y a Alert Live qui te demande, c'est quoi le personnage le plus difficile à dessiner, selon toi? De One Piece? De One Piece. En fait, je sais pas s'il y en a qui sont vraiment difficiles à dessiner. Après, il y en a qui prennent plus de temps. Peut-être que les géants peuvent être, enfin tous les personnages géants en général, hein, y compris forcément Kaido, puisqu'on en est là actuellement, parce qu'ils prennent une certaine place sur la feuille et on doit comprendre qu'ils sont géants en fait vis-à-vis de tout ce qui les entoure. Donc ça, c'est très compliqué. Après, à mon sens, les personnages qui ont le plus de zones de noir sont les plus difficiles à dessiner parce qu'il y a un équilibre à respecter en fait entre le noir et blanc. Et bon, Oda, il a des assistants qui font ça en fait, qui remplissent les zones de noir parce que c'est quelque chose d'extrêmement fastidieux. Mais voilà, après, je pense pas qu'il y ait un personnage plus difficile que les autres à dessiner. Ils ont tous plus ou moins une architecture commune, j'ai envie de dire, surtout les femmes en fait. Pour le coup, les femmes ont souvent les mêmes. D'ailleurs, il y a Tyranny Arthur qui nous dit qu'elles sont totalement disproportionnées, les femmes, dans One Piece. Oui, mais tout est disproportionné dans One Piece. Hein. Oui, les coups des personnages sont quand même là aussi disproportionnés. Hein. Ah oui. Mais du coup, c'est proportionné au regard du monde de One Piece. Comment tu te sens, toi, d'ailleurs, dans cet arc-là, ou dans cette saga-là, tu prends beaucoup de plaisir, là, c'est à la hauteur de tes attentes? Oui, mais alors, je suis pas à jour, donc mince. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas lues. En revanche, j'ai... je sais pas si on peut spoiler ou pas. Ah, compliqué, ouais. C'était vraiment pour parler de graphisme, en fait. Mais ça va spoiler. Alors, ne spoilons pas. Mais ça date beaucoup, ce que tu voulais dire. Juste au passage, vous voyez, une simple banane. C'est vraiment ça, vous dessinez une banane. Ouais. C'est juste une banane, et je pense qu'elle est là, la clé, en fait. Ou un dé à l'envers. De One Piece aussi, voilà. Après, on peut toujours diminuer la taille de la plume, et rajouter tous ces petits détails qui voilà, juste le début des dents, en fait, comme ça. Le nez, après, en général, c'est juste une narine et une espèce de mur, entre guillemets. Là, je l'ai fait un peu grand, donc je le voilà, hop. Un petit coup de gomme pour... Et il y avait, tout à l'heure, on nous posait la question du logiciel. C'était Shenawa qui demandait. C'est un logiciel qui est facile à utiliser quand on l'a jamais utilisé. C'est assez instinctif. Complètement. Moi, j'étais en gros, pour vous donner une comparaison, quand je suis passé de Photoshop à ça, j'avais l'impression de passer de la Game Boy à la PS5, quoi. C'est vraiment, c'est d'une puissance et d'une
c'est un logiciel japonais qui a été créé en fait spécifiquement pour le manga. Mangaka. Et ça se ressent dans l'ergonomie en fait. C'est hyper intuitif, C'est payant, évidemment. Oui, il est payant, bien sûr. Oui. Mais il coûte pas très très cher. Ah. Il coûte pas... Donc là, vous voyez, même si j'ai pas fait les plis sur le croquis, c'est ça qui est bien aussi. Moi, j'aime bien en fait me laisser de la place dans l'ancrage. Donc là, par exemple, vous voyez typiquement ce côté du gilet de Luffy. Je vais vraiment le dessiner correctement à l'ancrage, en rajoutant les petits plis qui vont donner un petit peu de vie à tout ça. Et c'est vraiment la différence d'épaisseur dans les traits qui donne l'intérêt du dessin. Pour l'ancrage, ça doit être pratique. Enfin, pour l'ancrage, pour l'aspect de l'ancrage, ça doit être facile aussi, ça, avec cette même. C'est génial, c'est génial. Par exemple, si, admettons, là, le trait Pour qui les est là, ombres. si je me rends compte que je me suis trompé, j'appuie sur un bouton et il disparaît. Ouais, c'est easy. Tout simplement. Ou je peux utiliser la gomme aussi et le faire disparaître. Donc, hop. Alors, les yeux de Luffy, en fait, c'est juste 2 arcs de cercle qui ne se touchent pas, ils ne sont pas fermés, ces yeux. Donc, vous faites juste ça, une espèce de point noir un peu à la Homer Simpson, en fait, tout simplement. Souvent, j'ai l'impression que les yeux ressemblent un peu à des yeux de Simpson, mais c'est à la extrêmement fois rond, très quoi, comme les classique, Simpsons. une grosse bille blanche avec un point noir en plein milieu. C'est peut-être ça aussi qui donne cet effet cartoon. Donc là, t'es en train de dessiner le Luffy du début. Ouais. Parce qu'il n'a pas de cicatrice. La base, voilà, tout simplement. La petite cicatrice qui fait la différence. Mais Luffy ne change pas énormément. Enfin, il a beaucoup de... Il est plus sec quand même, hein, à la fin. Il change un peu. Bah oui, mais il y est pas. Il est à Wano Kuni, hein, Christophe. Il a pas juste lu les derniers tomes. Ah, t'es dans Wano Kuni, Christophe? Comment? T'es en train de lire Wano Kuni, tu as lu... c'est juste qu'il te manque les 3 derniers tomes. Ah oui. Et je ne lis absolument pas dans l'ordre, donc j'ai énormément de trous, en fait, énormément de passages à droite à gauche. Et je sais qu'un jour, je prendrai... 1 an, peut-être, pour vraiment tout lire, parce que moi, je lis extrêmement lentement. C'est peut-être le côté dessinateur qui fait ça aussi, c'est que je passe beaucoup de temps à éplucher les cases, et dans One Piece, on en a pour notre argent, pour le coup. Et il a vachement changé, on disait donc Luffy quand même, enfin, vachement non, mais dans son apparence, dans sa maturité, le personnage a vachement évolué, quoi. Là, on le voit bien dans Wano Kuni. Tu trouves pas? C'est sûr, au début, c'était on va pas dire un débile, mais presque. C'était vraiment quelqu'un complètement très naïf, mais qui savait quand même où il allait. Il savait quand même. Déjà déterminé. Oui, il avait déjà dit la route qu'il allait emprunter. Il allait tracer son destin. Pareil, dès le début, quand il dit qu'il va défaire un adversaire aussi puissant qu'Arlong, par exemple, il annonce la couleur. Il dit on va le buter, quoi. En gros, on va y aller. Et il le fait, mais quelque part, c'est ça aussi qui fait son charme. C'est vraiment cette naïveté absolue, cette pureté, en fait, qu'on retrouve, qui est pour le coup une espèce de constante des héros Shonen Jump, mais elle était vraiment poussée chez Luffy. Ouais. Oui. Excuse-moi, Christophe, une petite question pour les gens qui nous rejoignent ou qui n'ont pas entendu. C'est Muggy78 qui demande quel est le nom de ton logiciel sur lequel tu travailles. Clip Studio Paint. Clip Studio Paint, qui est un logiciel payant pour les mangakas. Il est pas très cher, hein, il doit être à 100 €. Enfin, je sais que c'est une somme quand même, mais par rapport à Photoshop, par exemple, c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus facile d'accès. Et avec ça, on peut faire des planches entières de manga. Là, je suis en mode illustration, mais il y a un mode page où on peut vraiment tracer ses cases. Et tout est fait pour ensuite, on peut mettre des trames, je vais mettre une petite trame. Donc tu le conseilles à tous les auditeurs là, et tous les spectateurs, tu leur conseilles de l'acheter s'ils veulent se lancer dans la BD, s'ils sont étudiants. Complètement. Moi, à titre personnel, je suis passé en... Bon, je vais y rajouter un petit peu de muscle, voilà. Je suis passé en full digital il y a quelques mois, et après avoir travaillé pendant des années sur papier. Et grâce à ce logiciel, j'ai pu sauter le pas parce que j'ai retrouvé vraiment quasiment à l'identique, voire même mieux, les sensations du papier, en fait. Parce que tous les outils sont parfaitement calibrés pour... Après, il faut avoir une bonne tablette aussi. C'est ça qui va faire la différence. Alors, il y a mon corbeau qui nous dit...
Trop beau le Luffy, des bisous et à bientôt. La bise. Merci. La bise, les gars. Bisous. Alors, Eren 76, c'est quand le concours? Eh ben le concours, ce sera à la fin du live. Ouais. On mettra donc en jeu la statuette Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy en tenue Wano Kuni, qui est très très cool, apporte-la. On vous la fera gagner. Je ferai un tweet sur mon compte. Il faudra suivre et RT, et puis on tirera au sort le candidat, le ou la gagnante au bout d'une semaine. Donc Jérôme Lachasse sur Twitter, et on fera le concours tout à l'heure. Après, il y a un outil crayon. En fait, je sais pas si vous avez déjà vu, il y a des vidéos de toute façon des Eiichiro Oda qui dessinent Luffy sur Internet, et de plein de mangaka qui dessinent leurs personnages en général. Et ils font souvent ça sur ce qu'on appelle un shikishi, c'est un support carré. Donc là, on va dire que c'est un shikishi virtuel. Et alors, je vais supprimer le calque du crayonné. Donc voilà, il ne reste plus que l'encre. Oh là là. Et souvent, en fait, ils font des hachures noires. Alors, je vais me mettre en mode monochrome. Voilà, comme ça, ce sera. Est-ce que tu penses, Christophe, que ce sera possible, une fois le live terminé, de prendre ce dessin en noir et blanc, de le poster sur Twitter pour que les gens puissent s'en emparer, le colorier sans problème, oui. Super. Donc là, en monochrome, et normalement, vous allez voir, ça va donner un effet de feutre noir, en fait, qu'on retrouve sur... T'as mis les bruitages en plus. Sur les dédicaces de mangaka, et c'est ça qui est bien, c'est l'espèce d'effet un peu lâché. Et les bruitages qui vont avec. Absolument, oui. Gratte. Ouais, parfait, on y est. Est-ce que tu... Alors, je pourrais pas écrire le message en japonais, hein. Ça par contre. Est-ce que tu aurais la signature d'Oda, ça c'est pas possible. Mais même pas une petite onomatopée. Est-ce qu'on ferait pas un petit clin d'œil à Mon Corvo et on leur dessinerait pas un petit Zoro derrière? Ah, Zoro, ouais, pourquoi pas. C'est spécial dédicace Mon Corvo, Kamal et Kita. Et Zoro est super dur à dessiner. Ah voilà, il y en a quand même quelques-uns. Qu'est-ce qu'il y a de dur chez Zoro? Je vais essayer quand même, je vous garantis rien, parce qu'il est vraiment... Zoro et Sanji, je les ai trouvés très durs à dessiner, bizarrement, par rapport aux autres. Sur le fanart que j'avais fait. C'est étonnant, Zoro, parce qu'il a quand même... Ouais. Il a des petits cheveux, il a des petites cicatrices, enfin, il a un physique assez banal. Enfin, pas banal, mais il est quand même... Et bien justement, c'est ça le piège, c'est que comme il a l'air banal, on peut facilement... se tromper. En faire un tout autre personnage générique de shonen, quoi. C'est-à-dire qu'avec un chapeau, on peut comprendre que c'est Luffy. Par contre, Zoro, il faut arriver à capter l'essence de Zoro, quoi. Exactement. Et j'ai trouvé plutôt ce qui faisait sa personnalité, c'était ses sourcils, en fait. En tout cas, le sourire pour Luffy. J'aurais cru que vous me diriez ça pour Sanji, mais finalement non, c'est pour Zoro. On va essayer. Je fais réapparaître le mode croquis. On va essayer de le caler. Pour ceux qui nous rejoignent, spéciale dédicace au Mon Corvo, Kamal et Kita. Christophe Cointeau dessine actuellement Zoro de One Piece. Il est vraiment pas évident. Alors attendez, hop. On va se mettre en mode crayon. Voilà, gris, comme ça, c'est plus facile. Christophe, t'as un personnage préféré, toi? Bah Luffy, hein, je vais pas. Okay. Mais comme c'était dit tout à l'heure, effectivement, parce qu'il est dans notre cœur. Ouais. Après, en fait, j'aime bien Usopp aussi. Et ce que j'aime bien, c'est justement les interactions entre Luffy et Usopp. Ouais, mais oui. Ça paraît très bête, mais c'est quelque chose en fait qui apporte toujours. C'est marrant, quoi. Ouais. C'est encore une fois, c'est très bête à dire, mais on dirait deux gamins qui jouent entre eux, qui dédramatisent tout le temps, et qui s'en sortent malgré tout, alors qu'ils sont dans leur débilité à eux. C'est vrai. Je vais faire juste un. Moi, j'adore ce jeu qu'il y a entre eux, quoi, vraiment. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande, c'est Sazuli, qui demande est-ce que le katana dans la bouche ou pas. Ah. Alors, une petite aparté. Ouais, alors, si je le mets dans la bouche, vu la position qu'il a, en fait, le katana va arriver comme ça. Avec un espèce d'effet de perspective comme ça. Je vais juste faire une petite aparté pour le concours. Je vois que vous êtes nombreux à me suivre. Attendez, on va même le faire arrêter là. On va faire le post une fois que le live sera terminé. Et là, il faudra suivre et RT. Donc voilà. Patientez bien et on fera le concours d'ici, je pense, un quart d'heure. Nicolas, qu'est-ce que t'en penses? Oui, très bien, oui, carrément, complètement. Et donc, tu disais, toi, Luffy
et c'est ton personnage préféré. J'adore Zoro aussi, justement, parce que il est complètement abusé. Enfin, il est toujours prêt à se couper les bras, les jambes, à faire couler son hémoglobine de partout. En fait, il est extrêmement drôle dans son sérieux aussi. Il y a un décalage incroyable dans son sérieux. Puis c'est l'honneur, quoi. C'est le, c'est le samouraï pur et dur, quoi, le ninja. Et il a un côté marrant, mais qui est pas voulu. C'est ça que je trouve vraiment cool pour le coup. Alors que Luffy avec Usopp, c'est vraiment le ressort comique. Et pas que Nicolas. Excuse-moi de te couper parce qu'il y a quand même. Sniper King, ça me faisait mourir de rire. Il y a Fukoro. Fukor 0, pardon, excuse-moi. Fukor 0 qui dit et à l'arc Water 7, c'est tellement sérieux entre Usopp et Luffy. Ah oui, là c'est vrai. Tu vois, Water 7, c'est ma saga préférée, moi. Mais oui, à ce moment-là, oui, effectivement, c'est le drame entre. Ce qui permet de répondre à une question qu'on nous a posée tout à l'heure sur l'arc préféré de BFR. Par contre, je sais pas, quand il est en Sniper King, et que Luffy ne le reconnaît jamais, c'est vraiment des mots qui m'ont fait beaucoup rigoler. Il y a une question très personnelle qui t'est adressée par WaxWax35. Oui. Qui te demande est-ce que le tome 3 de Wind Fighters est fait à partir de ce logiciel et le tome 3 est fini à quel pourcentage? Alors il est fait justement à moitié parce que c'est en cours vraiment de création de ce tome 3. En fait j'ai eu une vie très chamboulée en 2020 comme beaucoup de monde et du coup j'ai eu envie de changer aussi de technique de travail et d'apprendre de nouvelles choses parce que j'adore apprendre et sentir que je progresse et donc voilà, en cours, peut-être que vous vous en rendrez compte en lisant le tome, peut-être pas, je sais pas. Mais voilà, le tome sera en gros à moitié fait à la main, à moitié fait complètement en digital, et il devrait sortir, il me reste 3 chapitres à dessiner, à peu près, donc il devrait sortir, je pense pas cet été, mais plutôt à la rentrée, normalement. Donc, Et tu sais en combien de tomes c'est prévu cette série? Pas du tout. Je sais qu'il y en aura un 4e et après on verra en fait dans le système d'édition française c'est du tome par tome. Donc on voit. Donc il faut soutenir à chaque tome ton travail si on veut que la série continue le plus longtemps possible. Voilà, c'est ça. Puis moi il faut que je travaille bien, il faut que ce soit plus intéressant et du coup effectivement là on parle de One Piece, c'est un exemple absolument parfait de série qui devient de plus en plus intéressante. Voilà, bon après il y a un foisonnement incroyable et je prétends pas, enfin c'est pas dans ma visée d'atteindre ce niveau-là parce que c'est beaucoup trop élevé, mais en tout cas oui j'ai toujours des tomes de One Piece sur mon bureau, j'ai toujours, ça m'est déjà arrivé de rêver de Oda et tout, quoi, de l'imaginer dans son bureau, de se dire, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très très présent. Alors attendez, je vais juste remettre la plume en noir. Voilà, alors il y a beaucoup de commentaires qui nous demandent des... Astuce graphique rapidement, vous voyez le sabre de Zoro, il arrive, la pointe du sabre arrive vraiment en bas de l'écran, donc du coup pour donner l'impression de perspective, il faut que le trait soit gros au début et rétrécisse à la fin. D'accord. Ah d'accord. Ah oui. Je trouve que tu donnes envie de dessiner, Christophe. Ouais. On a envie d'acheter le logiciel. J'ai envie d'acheter ce logiciel, en effet. Avec plaisir. Alors mettez-y vous tous et toutes, franchement. Et vous voyez, et ça, Oda, il le fait très bien aussi. Le trait, il doit être gros au début. En fait, c'est juste ça qui donne... Quand on travaille en noir et blanc, qu'il n'y a pas la couleur, c'est le trait, c'est l'épaisseur du trait qui donne... donne la profondeur et qui permet en fait de mettre différents plans dans son dessin, quoi. Alors, là je me rends compte que ça n'a pas une forme très 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 bien, donc hop, je reprends le trait comme ça et je vais tout simplement gommer. Alors je vais répondre aux commentaires. N4 Norem, tu peux donner ton arrobase pour le concours. Mon arrobase c'est J-8 underscore la chasse LACHA 2SE. Et il faudra évidemment RT le tweet après pour qu'on puisse faire le tirage au sort en bonne et due forme. Et il y a une question, Nicolas, qui revient pas mal de fois quand même. Là, il y a Yakuza 144 qui nous pose la question. On nous demande beaucoup quels sont nos personnages préférés et nos arcs préférés. Nicolas, je crois que tu as travaillé la question. Bah non, mais moi c'est Water 7, c'était vraiment mon arc préféré, ma saga préférée, et moi c'est Zoro. Toi c'est Zoro.
Bah oui. Et pourquoi Zoro? Bah parce que c'est Zoro, c'est comme, je sais pas, dans les Chevaliers Zodiac c'était Chevalier Phénix, c'était Ikki. Dans Captain Tsubasa, ça a toujours été Kojiro, que ça fait Mark Landers pour les francophones. Donc moi, je pense généralement souvent pour les mêmes persos. Ouais. Moi, ça va être Luffy, tout simplement, comme Christophe, parce que vraiment l'optimisme de Luffy est très très communicatif et ça fait vraiment du bien de le voir et de jamais abandonner, d'aller toujours à fond dans ce qu'il fait. Donc c'est vraiment un modèle, une inspiration. Ça m'étonne pas. Et pour les arcs, je vais te surprendre, Nicolas, puisque je ne vais pas prendre Water 7. Moi, il y a un arc qui me plaît beaucoup, c'est un tout petit arc, il est au tout début de l'histoire. C'est Whiskey Peak. Whiskey Peak, c'est peu de chapitres, c'est très jouissif, parce que c'est juste un affrontement entre tueurs à gages. C'est vrai qu'il est cool celui-là. C'est juste c'est un espèce de battle royale entre tueurs à gages. Et celui-là est très très bien. Il est vraiment fantastique d'un point de vue graphique, c'est du bonheur. Je pensais que tu parlerais d'Arlong, toi, tu vois. Non, pas d'Arlong. Même si j'aime beaucoup Arlong, ce sera Whiskey Peak mon choix. Christophe, et toi? Skypea, je pense. Très très beau. Parce que j'aime bien. Bon, après, encore une fois, ça peut évoluer, ça peut changer. Je vous dis, je ne connais pas tout One Piece, loin de là. Mais j'adore cette ambiance céleste, j'adore Ener, avec ses faux airs d'Eminem. Oui, c'est vrai. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui font. En fait, souvent, je pense qu'un arc, on l'aime évidemment pour les événements qui s'y passent et pour la manière dont il fait avancer l'histoire, mais aussi pour les décors. Enfin, moi, je suis très très sensible aux décors. Bah ouais, c'est pour ça que j'aime bien. Celui-là, il me fait voyager, quoi. Il est aérien, il me fait un peu plus voyager que les autres, même si. Encore une fois, Oda, il a cette faculté, ça on n'en a pas parlé non plus, mais il a une faculté de nous faire rentrer dans des nouveaux décors à chaque fois. Enfin, c'est du spectacle, c'est du grand spectacle. Ouais. Sur Water 7, c'est bluffant d'ailleurs, mais ça, pour un dessinateur, c'est un temps fou passé devant sa, sa palette graphique. Là, il y a un sens du détail qui est incroyable dans les décors de Oda quand même. En fait, il y a un moment, quand on dessine un grand décor, il y a un moment où, disons qu'au début, c'est souvent, alors je sais pas comment Oda s'y prend, je suis pas dans sa tête. Au début, il y a un côté décourageant presque, parce qu'on se dit face à l'ampleur du truc, et puis une fois que l'architecture qu'on dessine commence à prendre forme, trait après trait, bâtiment après bâtiment, plan après plan, en fait, on voyage nous-mêmes dans ce décor, on est le premier à voyager dedans, et ça, c'est une sensation grisante, quoi. Ça c'est la force aussi de cette série quand même. Il y a une question polémique que nous pose Kaz WSX 1, 2, 3, 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Bonjour à toi et à ton nom imprononçable. C'est qui le personnage que vous aimez pas? Moi, je crois que c'est très simple, celui que j'aime pas. Moi aussi. Celui que j'aime pas, c'est qui? Toi? Celui que j'aime pas, moi, c'est Kaido. J'aime pas Kaido parce qu'il est très méchant. Parce qu'il est trop méchant. Voilà. Oui, Kaido, je suis. Mais c'est au niveau de la personnalité, moi, que je juge là. C'est pas du tout au niveau du personnage qui est hyper cool en vrai. C'est juste qu'il est très méchant. Et voilà, il y a des nuances aussi chez Kaido. Alors non, je mettrais pas Kaido, moi. Il va falloir me donner un peu plus de. Non, je sais pas. Chopper. Moi, Nami, elle me saoule un peu, Nami, voilà, si vraiment je devais le dire, moi je prends pas beaucoup de plaisir quand il y a Nami qui est là, voilà. Non, sous Chopper, j'ai une grosse tendresse pour lui, au contraire. Oui, complètement. Il est super chouette, Chopper. Alors, il y a Mina Zero qui dit je déteste Barbe Noire. C'est vrai. Ouais. Et Mitro Number 1 dit Kaido, il respecte son adversaire. C'est très vrai. Ça, c'est très vrai. Et c'est vrai que j'ai jugé un peu vite. C'est vrai que mais ça, c'est un mini-spoil aussi, donc c'est pas très sympa. Oui, absolument, c'est un mini-spoil. Oui, en effet, faites attention. Faites attention quand même. Et justement, justement, ce que je voulais dire, en essayant de pas spoiler, le dernier chapitre, moi, il m'a vraiment surpris graphiquement parlant. Graphiquement parlant, parce que je sais pas si ça doit être volontaire de la part d'Oda, mais justement, en ne dessinant pas du Oda habituel, comment dire, c'est pas une baston habituelle, et je trouve qu'elle a plus d'impact encore. Voilà, moi, il y a un sentiment de vide et en même temps d'impact incroyable, mais je peux pas en dire plus, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Sinon, par contre, il y a une question, je pense, à laquelle tu pourras répondre, Christophe, c'est Alexis, c'est bien moi qui la pose. Il dit où on peut télécharger cette magnifique illustration.
Oh bah, elle sera sur ton Twitter, je pense. Oui, je vais la mettre sur mon Twitter, puis après vous la partagerez. Le arrobase J'avoue que c'était pas du tout prévu, donc C'est très sympa. Mais voilà. Le arrobase de Christophe, c'est donc arrobase ccointo. Cointo, c'est donc CCOINTAULT. CCOINTAULT. Ouais. Il mettra l'illustration à la fin du live. Et pour l'instant, vous pouvez déjà trouver sur son Twitter un très beau fan art de l'œuvre d'Oda. Truc important, vous voyez, sur Zoro, il a un cou vachement épais. C'est un truc, c'est un bon signe distinctif aussi. Enfin, il est stock, quoi, Zoro. Il a des traits hyper masculins, quoi. C'est pareil, vous voyez, cette espèce de bosse là sur le front. Voilà, bon, les profils ont souvent des grands nez aussi chez Oda. Donc ça, c'est des choses qu'il faut bien mettre en avant. Puis après, ses cheveux, c'est là où je vous dis qu'il faut pas trop se tromper parce qu'il a une coupe de cheveux tellement shonen classique en fait, tellement voilà, à base de pics qui direction qui vont en ça arrière. va, ouais, on le reconnaît bien là. Ouais, il est pas mal. Ouais, on est sur l'essence de Zoro là, en effet. Voilà, en fait, c'est exactement ça. Il faut capter l'essence d'un personnage au travers de quelques traits. Il y a quelques traits qui vont faire la différence. Et il y a Zarion9 qui nous dit Orochi, personne ne l'aime. Ouais, ça je confirme, c'est vrai que j'aurais dû. Ouais, Orochi, mais après, bon, c'est un des personnages de Wano Kuni, et c'est vrai qu'Orochi, des claques, Orochi, effectivement. Alors, une question aussi d'un pingouin gentil. Pingouin gentil, quel pouvoir ou fruit du démon appréciez-vous le plus dans One Piece ? Moi, j'aime bien les fruits du Zoan. Surtout là dans les derniers numéros, il y a les Zoan mythiques et mythologiques aussi, c'est assez cool. Moi, le Gum Gum, tout simplement, puisque j'aime bien les 4 fantastiques et j'aime bien l'homme élastique. Ah ouais. Voilà, moi c'est la petite référence à Kirby que j'aime bien. T'aimes toujours les leaders, quoi. Ouais. Moi pareil, et justement à ce sujet-là, je me rappelle très bien qu'au début, je m'étais dit, au tout début, quand One Piece est arrivé, je m'étais dit, c'est pourri, quoi, un pirate élastique. Il y a déjà les fantastiques, c'est pas original. Mais Oda, il s'approprie cette faculté. Oui. En fait, en plus, c'est logique qu'il a un héros élastique. C'est hyper logique quand on voit la manière dont il dessine. Il a un cerveau élastique, Oda. Il a un cerveau élastique. C'est marrant. Il tire les traits de partout et c'est logique que son perso soit élastique et il utilise ça d'une telle manière. Je me rappelle les premières fois où je me suis dit ah ouais, en fait il est vraiment cool son homme élastique, c'est genre quand il gonfle le ventre pour renvoyer des boulets, des choses comme ça et tout, il devient énorme et tout. Je fais c'est cool, c'est pas juste des bras qui s'allongent, quoi. Non, là, il a poussé le délire très 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 loin quand même. Enfin, c'est que par exemple, moi qui suis assez très fan de comics, disons-le, je trouve qu'il va beaucoup plus loin dans l'appropriation et l'utilisation des super pouvoirs que peuvent le faire les comics de temps en temps, quoi. C'est-à-dire que il y a des applications que je n'aurais pas dit, quoi. J'aurais été très loin d'imaginer, quoi. Hop là, le fil à l'envers. Voilà. Ouais, c'est pour que le trait soit plus facile à faire, le trait de l'épée. Bon, évidemment, elle sera pas droite ni rien, elle sera pas. Ça va être un peu à l'arrache, c'est pas c'est pas de la géométrie, on va dire. Notre temps, Christophe, malheureusement, n'est pas aussi élastique que le bras de Luffy. Ça va être terminé. Et on arrive, nous, on va devoir rendre l'antenne. On prend peut-être une dernière question. Il y a une dernière question qui est pas mal, là, qui nous vient de Mitro Number One. Votre scène la plus badass. Alors, pour elle, c'est Zoro avec Kuma, et je suis assez d'accord avec le pacifista. Ouais, c'est vrai que cette scène, elle est assez folle. J'ai failli spoiler un truc, mais je le ferai pas. Pour moi, ce sera, c'est sans spoiler aussi, mais ceux qui sont à jour le sauront. Moi, ma scène préférée, ce sera la prochaine qu'il y aura dans le chapitre 1011. Parce que la fin du chapitre 1010 c'est assez folle. Et ce que ça nous promet pour la suite, ça va être vraiment dingue. Donc c'est ça ma scène préférée. Ok. Et toi, Christophe? Moi, je vais spoiler aussi parce que c'est des chapitres actuels, quoi, en fait. Okay. Donc, je sais pas si j'ai le droit de le faire ou pas. Pas de spoil. Pas de spoil. Pas de spoil. Par contre, il y a une question de Coco Jojo 53. Le dessin représente un Luffy pré-ellipse avec un Zoro post-ellipse. Ouais. C'est pas faux. Ouais. Mais c'est exactement comme dans le fanart que j'ai fait. Et je pense que c'est aussi à l'image de ce que Oda voulait donner avec One Piece. Benoît en a très bien parlé tout à l'heure. C'est que c'est un manga où en fait on pioche ce qu'on veut à droite à gauche.
Et finalement, les époques, il y a tellement de designs différents, tellement d'époques, enfin pas d'époques différentes parce que ça finalement le film vieillit pas énormément. Mais comment dirais-je, moi j'aime bien piocher sans grande logique à droite à gauche. C'est pareil, je vous dis, j'ai des tomes sur mon bureau qui ne se suivent absolument pas et je les ouvre comme ça de manière un petit peu aléatoire pour piocher dedans. Donc c'est vrai que j'ai pas réfléchi à la... Après c'est le principe du fan art, c'est de la fantaisie, tu fais ce que tu veux. Il y a une question, il y a une réponse aussi de Kobici qui nous dit que sa scène la plus badass c'est Shanks à Maryland et c'est un très très bon choix, c'est un excellent passage dans One Piece. Tinanim 157, tu nous dis que ça fait très plaisir que BFM parle de One Piece. Nous aussi, on est très très heureux que vous soyez là, que vous nous ayez écoutés pendant quand même plus d'1h30. Merci énormément. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci à Christophe Cointeau. Merci à Benoît Huot de Glénat. Merci à Kamal Ekita. Merci à tous les gens qui, behind the scenes, nous ont aidés à faire ce live. On ne peut pas tous les citer, mais il y en a tellement. Il y a Yvan Valerio, il y a Magali Rangin, il y a Julien Mielcarec. Il y a Niveda, il y a De Glénat, il y a tous ces gens-là qu'on remercie chaleureusement. Je vais répondre rapidement à la question de Isox. Quel manga allez-vous traiter ensuite? Death Note, Full Metal Alchemist. On essaye pour ces Twitch d'en faire un par mois. On essaye aussi que ça colle souvent à une actualité, soit la parution d'un nouveau tome, soit la diffusion d'un anime. On a déjà une idée pour la suite, on a une liste. L'idée pour le prochain, ce serait d'évoquer Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen qui est le shonen événement du moment et dont le prochain tome paraîtra, si mes souvenirs sont bons, fin mai ou début juin. Donc en mai ça collerait parfaitement. Et je remercie aussi, je tiens à le dire, Rémi Soula. Rémi Soula, c'est grâce à lui que vous avez pu voir toutes ces images apparaître. C'est grâce à lui que vous avez pu voir le dessin en direct. C'est grâce à lui que tout est possible. Et on mentionnera aussi que Rémi a l'âge exact de One Piece, puisqu'en fait il est né à quelques jours du lancement du premier chapitre. Donc Rémi a 24 ans comme One Piece et on lui souhaite un joyeux anniversaire. Voilà, c'est tout. Sinon, pour retrouver ce fan art de Christophe Cointeau, il faut aller sur son Twitter. Je pense que ce sera d'ici une demi-heure, peut-être, qui sera sur Twitter. Dans la foulée, ouais. Dans la foulée, donc c'est @ccointault, @ccointault. Et pour le concours et pour la figurine de Luffy, je vais faire le tweet sur mon compte @j__lachasse LACHA2SE dans la demi-heure aussi. Donc vous suivez, vous RT et vous gagnerez peut-être un très beau Luffy. Très important pour ceux qui dessinent, datez et signez vos œuvres et notez bien d'où ça vient. Citez les auteurs de base et tout. C'est très 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 important. Okay, on remercie grandement Eiichiro Oda. Oui, c'est vrai. Merci Eiichiro Oda. Bon ben merci beaucoup. Merci à Christophe. Tout le monde. Merci beaucoup. Je suis sûr qu'il nous regarde, donc bon. Merci à vous. On l'embrasse. Merci à toi. Merci pour ton temps. Merci beaucoup Christophe et merci à tout le monde. Merci de nous à avoir tout le monde. suivis. Ouais. Et on vous retrouve très très vite. Et puis le Twitch est disponible en replay surtout. Donc n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. On a bien fait le tour là, je crois. Salut tout le monde. Salut. Salut.